Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Nicolas et Peter de l'équipe produit de Prelo, une startup dont vous avez probablement entendu parler, qui a un petit peu fait les news très récemment, qui est une startup spécialisée dans l'immobilier et qui a construit tout son produit grâce à des outils no-code. Alors Nicolas est le responsable de l'équipe produit et Peter est le lead tech. Et avec eux, on va discuter, vraiment on va rentrer dans toutes les arcanes, ils vont nous livrer quelques secrets de fabrication. Comme vous allez le voir, ça va être vraiment une discussion passionnante. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Allez, c'est parti. Salut Nicolas et Peter, merci de m'accueillir dans les locaux de Prelo à Paris. Je suis très content d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Voilà, ça fait alors Prelo a eu tout un buzz hein, évidemment en début d'année quand il y a eu la levée de fonds qui a été annoncée. Et puis dans l'écosystème no-code, on en a beaucoup parlé puisque il y a aussi pas mal eu de communication, on va dire, sur le fait que le produit était construit en no-code et notamment avec Bubble. Donc voilà, moi forcément ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai laissé passer un petit peu de temps exprès pour voir aussi un peu que vous avez plus de recul et encore plus de choses intéressantes à nous dire. Et puis qu'on puisse se projeter aussi dans l'avenir, parce que je pense qu'on n'est qu'au début finalement un peu de cette success story. Voilà, vous travaillez tous les deux sur le produit, donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur les coulisses du développement, et puis on va rentrer un peu dans la technique, tant qu'à faire. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur vous ? Peut-être on va commencer par Nicolas. Vas-y, avec plaisir. Merci déjà Alexis d'être venu pour cet échange. Donc moi je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans, pur parisien du 15e, donc le centre de Paris bien sûr. J'ai commencé, j'ai fait une école de design de 2013 à 2018, donc une école de design industriel où c'est surtout du dessin, des méthodologies un peu créatives, donc tout ce qu'on a vu à un moment sur, voilà, pour le coup, le design thinking, qui est des méthodes un peu, ce qui est mon plus gros point de connexion avec le produit aujourd'hui. Donc c'était du dessin automobile, donc vraiment assez différent. J'ai découvert Bubble en 2019, notamment sur des échanges avec notre actuel CEO, qui avait déjà un peu flairé la technologie, qui s'y intéressait pas mal, qui m'a mis un peu sur le sujet parce que moi, mon idée, c'était l'entrepreneuriat. Enfin, c'était la chose qui m'intéressait vraiment à l'époque, et même maintenant d'ailleurs. Donc je me suis mis à Bubble. Donc c'est l'outil par lequel je suis rentré. C'était un peu ma clé d'entrée dans le no-code. Comment t'as rencontré le CEO ? Bonne question. On s'est rencontrés. Parce que du coup, tu travaillais pas encore, quand tu dis que tu t'es mis à Bubble, c'était pas encore sur le Prelo, quoi. Non, exactement. On s'est rencontrés bien avant. J'étais encore dans les études. On s'est rencontrés sur un banc de muscu. Une assistance sur une barre à 100. Il avait besoin d'aide ou peut-être moi. J'étais peut-être en train de mourir avec une barre sur le plexus. Il est venu m'aider et après on a parlé un peu boulot. Et puis on s'est rencontrés au sport comme ça. Et puis il a toujours eu un gros attrait pour la tech et les nouvelles techno. Moi j'étais beaucoup plus étranger au milieu à l'époque. Okay. Donc mais j'ai quand même regardé, je me suis intéressé parce que c'était un outil justement pour lancer un projet. Pour pouvoir lancer un projet. Donc j'ai démarré avec Bubble. J'ai fait ça pendant 1 an, un peu en autodidacte, comme beaucoup de personnes sur l'outil. T'avais un projet à lancer ? J'avais un projet. Donc c'est un projet dans la musique, sur de la gestion de tournée. Donc des tour managers qui s'occupent d'artistes. Okay. Donc j'ai fait ça. C'était quand même un gros projet pour démarrer. Enfin en tout cas un gros produit. Avec peu de méthodos, beaucoup de galères, une app un peu atroce. Si je reviens dessus, c'est une Franken-app. Ouais, exactement. Une Franken-app avec pas toutes les bonnes pratiques, on va dire, qu'on peut avoir. C'est ça qu'on apprend. Hein. Ouais, bien sûr. Mais j'ai adoré la partie design, la partie ajouter les logiques, etc. Enfin, c'était un super apprentissage. Mettre les mains dedans, etc. J'ai adoré. Et surtout, c'était ce projet-là, je pense, m'a aussi permis de faire mon premier salaire et ma première expérience professionnelle parce que forcément le projet a un peu foiré. Voilà, je vais dire qu'on a coché la case du projet foiré. Et puis après, j'ai parlé avec Matt de Thinkso actuellement, ancien Ideable, sur NoCode Slack, enfin le Slack français. Donc merci la communauté. Et en fait, ils avaient à ce moment-là
un projet client identique, mais vraiment identique à celui que j'avais fait. Donc pareil sur du tour management dans la musique. Donc vraiment le sujet que je connaissais un peu en tout cas sur le fond et sur la technobubble que Ideable utilise principalement. Donc la transition était vraiment presque scriptée, en tout cas. Enfin c'était assez cool. Et j'ai pu bosser avec Matt et Vincent et toute l'équipe pendant un an, et c'est là où j'ai vu que j'ai découvert un peu le no-code professionnel. Ouais. Moi, je les considère un peu, ce que je dis souvent, mais comme des orfèvres de la discipline. Là où il y a des un très bon mot. Moi aussi, je les associe beaucoup au côté artisanat, on va dire. Orfèvre, c'est pas mal. Fait à la main, code. Fait à la main avec un peu d'huile de coude, beaucoup d'huile de coude, beaucoup de savoir-faire et de passion. Ouais. Donc voilà, ils me donnent pas d'argent ou quoi, hein, mais franchement, moi, je suis très fan aussi de ce qu'ils font, donc ouais, totalement. Enfin, c'est une super expérience en tout cas, aussi pour découvrir les postes de product manager, enfin un peu plus PM avec les process dans le product, des bonnes techniques dev et des bonnes structures sur Bubble, forcément quelque chose d'assez pro. Et toute la partie design aussi, des super process avec ce qu'on connaît de ce qu'ils ont fait sur OpenBuild, toutes les choses où ils ont un peu monté. J'imagine que ton background, justement un peu design, cette école que tu as fait, etc., aussi a dû un peu te rapprocher d'eux. Enfin, en tout cas, je sais que Matt, il a une vraie appétence là-dessus, une vraie vision aussi autour du design. Ouais, exactement. Ils ont quand même une bonne approche. Enfin, ils passent pas mal de temps. Ils ont une certaine exigence sur le design dans leurs produits. Donc forcément, moi j'avais surtout cette appétence, beaucoup plus que la tech, que des logiques que j'ai plus découvert un peu après. En faisant quoi. En faisant, exactement. Mais je suis pas trop rentré par ce prisme-là. Le design a été plus intuitif, forcément, sur essayer de... Bon, c'était pas parfait en termes d'UX, il y a toujours plein de choses à apprendre sur le sujet, mais on va dire que c'était un peu plus simple. Et carrément, je pense que ça m'a pas mal aidé, ça. En tout cas, en termes de... Je sais qu'il y en a qui rentrent par le prisme dev, PM, enfin, il y a beaucoup de portes d'entrée, même très ops ou métier. Donc, en tout cas, ouais, j'ai beaucoup appris avec eux pendant un peu plus d'1 an. Et après, en fait, Ludo a démarré le projet Prelo avec cette ambition potentielle d'essayer de faire quelque chose d'assez sur le long terme. Et ambitieux, enfin en tout cas d'essayer de grandir avec la tech, le low-code, no-code, low-code. Donc le mélange un petit peu du no-code et du code traditionnel. Et j'ai trouvé ça super, la vision et le fait de pouvoir aussi porter cette vision avec lui. C'était un défi que j'avais envie de relever. Donc, ça, c'est à peu près à quelle période? Parce qu'en fait, on a beaucoup entendu parler de Preload d'un coup. Mais en fait, j'ai l'impression que ça a commencé quand même pas mal avant. Je sais pas, là, on est quoi, vers 2020, 2021 Non, c'était 2021. 2021, ouais. Ça s'est fait quand même... c'est quand même allé assez vite. Ça a été assez sportif, ouais, sur le démarrage. Donc toi, tu étais là dès le début. Ouais. Quoique, attends, on va peut-être s'arrêter là. Et on va parler de après. On va quand même... Peter, grosse expérience. On va découvrir Peter. Voilà, il faut garder un peu de temps. Mais non, et on viendra aussi un peu sur le côté PM et Product Builder, etc. Parce qu'il y a ce sujet, enfin, j'ai dit Product Builder là, parce que je sens aussi qu'il y a un peu ce truc-là. Et voilà, donc j'aimerais bien en parler après. Un peu ce croisement des compétences entre le design, le produit et la technique, quoi. Ouais. Mais Peter, d'abord, présente-toi. Ça marche. Déjà, bonjour Alexis. Merci en tout cas d'être là pour nous interviewer. Et moi, je suis content, enfin, de passer dans le podcast. Ça, c'est cool. Mais c'est un grand plaisir en tout cas pour moi. Alors, je suis Peter. J'ai 39 ans, bientôt 40. Je les fais pas, on me le dit souvent, mais voilà. T'es né en 82. Ouais, je suis 82, un très bon truc. Moi, j'ai un passé de développeur. Je pense mon premier site, j'ai fait à 12 ans, clairement, même peut-être un peu avant, de mémoire. Après, j'ai travaillé dans le BTP, un bac génie civil, parce que j'ai grandi en Guyane française, en fait. J'ai pas eu du tout une enfance parisienne, absolument pas. J'ai plutôt grandi de plage et de nature. Et moi, je suis un enfant de la forêt, clairement, mais qui adorait l'informatique. Donc, ce qui était une bonne chose pour moi, mais en même temps compliqué, parce qu'en Guyane française, l'informatique, c'était pas ça. Donc j'ai vite pris mon bac, et le bac le plus populaire là-bas, et après je suis venu en métropole.
Et là, j'ai pu faire des études d'informatique, ce qui m'a plutôt plu. T'as fait une école? Juste, désolé, en plus. J'ai fait un IUT, SRC. Réseau... SRC, c'est quoi? C'est service et réseau de communication. Voilà. Je m'en rappelle même plus tellement ça date. Et une licence aussi informatique et une maîtrise en communication. J'ai un peu généralisé le truc. Et je me suis dit, mais celle-là, je l'ai fait en alternance parce que j'ai démarré après en alternance dans un grand groupe de communication. C'est ça qui t'a amené du coup dans ce monde, parce que j'ai vu que tout ton début de carrière était plutôt dans la com, dans les agences, etc. Dans les agences. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus parce que comme j'ai commencé l'alternance, j'ai été recruté dans un grand groupe qui se trouve au 133, donc je dirais pas le nom, mais voilà, ceux qui savent, que connaissent le 133 Champs-Élysées, voilà. Mais très bonne un drugstore, etc. Il y a un drugstore là-bas. Ouais, voilà, exactement. Mais non, c'était une très bonne expérience au début. Après, c'est devenu une vraie usine, et bon, maintenant on sait comment c'est devenu aujourd'hui. Mais ouais, j'ai fait quand même presque 7 ans là-bas. En tant que lead dev, c'était pour le groupe Garnier International. Donc ça, j'ai bossé avec toute l'équipe et tout. Je fais beaucoup de sites pour Garnier essentiellement. Je fais même le site de publicité du groupe. Bon, tant pis, je l'ai dit. C'est pas grave. Mais voilà, non, c'était une très très bonne expérience. J'ai rencontré des super collègues aussi. Et j'ai gardé des très très bons potes jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai fait 2 années de freelance en tant que dev. Ça s'est bien passé, mais le freelance, ça m'a ennuyé. À l'époque, c'était pas ça. Et puis, il n'y avait pas les espaces de coworking, donc j'étais très seul chez moi. Et c'était un petit peu pas super. J'ai repris un poste dans une boîte en tant que lead tech aussi, mais une boîte plus petite qui était plutôt dans l'entertainment et les jeux vidéo. Ça, c'était plutôt cool. C'était vraiment assez sympa. Très jeune et très actif. Donc, on a bossé pour des gros groupes de jeux vidéo aussi. Et j'ai arrêté au bout de 6 ans, en fait, quand je suis devenu papa. Parce que voilà, j'avais besoin de temps pour mon projet personnel qui était vraiment de passer la première année avec ma fille. J'avais vraiment envie d'élever, en tout cas, mon premier enfant, de passer du temps. Et puis là, de toute façon, j'aurais pas pu avec le boulot, j'avais trop de responsabilités, trop d'engagement, et à mon avis, c'était plus compatible. Donc voilà, je me suis arrêté. Alors, j'avais prévu de m'arrêter 1 an. Le Covid est arrivé, donc du coup, ça a prolongé à 2 ans. Et du coup, la 2e année, j'ai découvert le no-code. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le no-code. Je me suis dit, est-ce que je veux comment, faire pourquoi Alors, comment, pourquoi? Je savais déjà ce que c'était que le code et ce que ça allait me demander comme investissement. Même si voilà, j'avais de l'expérience, mais je n'avais pas envie de repasser encore des nuits à coder, à partir. Alors, je le fais à titre personnel, parce que maintenant, ma fille commence à grandir, donc je fais des petits projets perso, interactifs et tout, donc ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, de le refaire pour un client, pour une boîte, même pour moi-même, pour gagner sa vie de manière professionnelle, je sais pas, j'avais pas trop l'envie à ce moment-là. Donc, je me suis dit, j'avais déjà entendu parler de no-code, mais ça s'appelait pas de no-code, c'était la programmation visuelle. Sauf que là, il y avait déjà le terme no-code qui commençait à résonner dans ma tête parce que j'avais lu ça dans un article. Et je me suis dit, je vais regarder. Je commençais à chercher tous les outils qui pourraient être intéressants. Et c'est là que je suis tombé sur Bubble. En fait, Bubble, c'était vraiment le seul outil qui me permettait d'associer à la fois le côté tech et dev que je savais faire, et en même temps, si j'avais pas envie de m'emmerder, je faisais un projet rapidement en programmation visuelle et c'était parti. Donc du coup, j'ai commencé par là, j'ai cherché voir s'il y avait une formation, plein de choses, et j'ai fini par devenir coach mobile. Enfin, j'ai fait une formation chez Otto. Bien sûr, je suis devenu mentor chez Otto. On m'appelait même le mentor des mentors parce qu'à un moment donné, j'étais tellement à l'aise avec l'outil que du coup j'aidais les collègues, tout simplement. Et je faisais des plugins. Enfin bref, c'est vraiment l'outil qui vraiment pour moi a été le bon pivot pour pouvoir passer du dev à maintenant un métier no code en fait, et au low code. Je veux dire surtout low code. C'est le bon compromis. Et voilà, ça me permet d'aménager mon temps chez moi, pour ma vie personnelle. Et du coup, en même temps, d'avoir une activité professionnelle qui est challengeante aussi, parce que voilà. Et j'ai eu d'autres frustrations avec d'autres outils qui étaient vraiment... je peux en citer un, par exemple, c'était Adalo. Ou Adalo, au bout de 2 heures, je me suis retrouvé à essayer de faire un plugin déjà tout de suite. Je me suis dit, non, ok, ça n'a pas d'intérêt. Alors que Bubble, avant d'y arriver, tu peux quand même passer pas mal de temps. Ouais. Et puis tu peux y aller. Bon, à l'époque, Adalo, maintenant c'est devenu mieux quand même. Mais ouais, non, mais je pense que tu pourrais toujours avoir cette même frustration, très honnêtement. Après, moi, ce que
En fait, j'ai deux réflexions par rapport à ça et après on va plus passer sur Trello. Mais bon, là, c'est un peu justement ce qui devient intéressant à parler avec des devs aussi qui se mettent au no-code. C'est à Dalo, je vois bien. Moi, j'ai exactement le même parcours que toi, hein, quasiment. Enfin, pas dans les mêmes structures, mais et je trouve que c'est à la fois pas du tout assez puissant. Quand t'es dev, tu vois tout de suite tout ce qui te manque. Ah oui, tu te rends compte très vite. C'est vraiment... alors que Bubble, effectivement, le temps d'atteindre... quand t'es dev, justement, dans Bubble, tu vois à quel point tu peux faire énormément de choses. T'apprécies encore plus. Et Adalo, c'est un peu l'inverse. Mais par contre, ce que je trouve dans Adalo, et alors tu peux me contredire, mais c'est que pour faire des composants et des plugins dans Adalo, etc., c'est quand même hyper bien fait. C'est hyper moderne. C'est du React Native, c'est bien documenté, etc. Par opposition à Bubble, peut-être, où là, on est dans des choses... Bubble, on est sur du from scratch, hein, on va dire. C'est du natif, quoi. Enfin, du JS natif, du JavaScript natif, donc forcément... Un peu moins accessible pour les moldus, même pour les développeurs... Je dirais pas ça, parce que moi, j'ai une vision quand même du dev où, tu vois, aujourd'hui, un dev React qui sait pas faire du pur JS, c'est vrai, c'est une bêtise. Ça, c'est une vraie discussion un vrai sujet, tu vois. De développeurs et avec tous ces bootcamps. Enfin, moi, j'ai participé à ça à Simplon, hein, mais tous ces bootcamps qui maintenant. Moi, je me souviens, j'avais eu cette réflexion avec le CSS, genre Twitter Bootstrap, enfin Bootstrap, ça s'appelle. Bootstrap. En fait, j'y avait des jeunes qui sortaient de Simplon, ils savaient faire que du Bootstrap, mais ils savaient pas faire du CSS. Ils comprenaient pas en fait ce qui se passe derrière, concrètement ce qui se passe même au niveau. Et je pense que le JS, t'as exactement la même chose, évidemment, avec tous ces frameworks de plus haut niveau qui sont indispensables, je veux dire. Ouais. Mais si tu sais pas écrire du JS pur, vanilla comme on dit, bah voilà, je veux dire, tu pourras jamais être un dev excellent, quoi. Enfin, à mon sens, hein, en tout cas. En tout cas, moi, je partage le même avis que toi. Mais toi, du coup, t'as pas eu le choix parce que comme moi, t'as découvert ça, t'as découvert le JS, etc. bien avant. Bien avant. Moi, je faisais même ils appelaient ça du DHTML à un moment donné. C'était un mix entre le HTML et le JS. Enfin, c'est à l'époque, c'était super. Qui a introduit ça, dynamique HTML. Exactement. Et moi j'ai grandi avec certains le reconnaîtront, mais Netscape et Internet Explorer qui maintenant n'est plus de ce monde maintenant, ça y est. C'est ça, après 30 ans quand même. Mais voilà quoi, mais c'était génial. Aujourd'hui, c'était tellement has-been. Ça nous donne des échelles de temps, de temporalité. Ouais. Ah bah oui, mais c'est pour te dire que vers 10 ans, j'étais déjà en train de tâtonner. Moi, j'ai eu mon premier PC, je me rappelle, mes parents se sont saignés pour me payer mon premier PC. J'avais commencé avec du basique. Et quand j'ai passé des nuits et des nuits vraiment à passer sur cette machine, à coder, j'ai acheté des bouquins, je les ai torchés. Je me rappelle même mon père, j'ai un souvenir à mon père où à un moment donné il me disait il est où ton bouquin que je t'ai acheté il y a 2 jours? Je l'ai fini, papa. Ça y est, c'est torché, quoi. Et c'est bon, je suis déjà en train de coder. Et c'était ça mon enfance, quoi. Et puis après le week-end, en forêt. C'est vraiment très cool. Non, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, dans mon parcours globalement. Et puis là maintenant, je suis assez content. Et même là, le fait maintenant d'aujourd'hui d'être chez Prelo, j'ai toujours pu choisir le boulot que je voulais faire, le contexte dans lequel je voulais aller. Et puis non, je suis plutôt content maintenant d'être chez Prelo là. Juste dernière question, et justement ça fera la transition avec Prelo. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu arrêter d'être en freelance, ou qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de rejoindre Prelo? Je lui ai vendu du rêve. Non. Alors c'est vrai que tu es un très bon vendeur de rêve. Mais heureusement, il y a une bonne part de vérité là-dedans, heureusement. Mais non, ce qui a fait, c'est que ma fille a grandi, en fait, tout simplement. Là, elle a plus de 3 temps. ans. En fait, je me suis retrouvé tout seul, parce que maintenant, elle va à l'école, les journées. Donc voilà, je me suis retrouvé vraiment en journée derrière mon ordi. Alors, évidemment, aujourd'hui, je garderai le full remote, et je pense que c'est un mal pour un bien, parce que c'est quelque chose qu'avant, je faisais officieusement avec mon ancien taf. Et aujourd'hui, c'est devenu enfin officiel, et maintenant, c'est même limite mal vu si on ne fait pas du remote. Mais je préfère rester en full remote. Mais par contre, effectivement, d'avoir la possibilité d'aller voir des collègues, de venir à un bureau ou de temps en temps. Puis maintenant, les espaces coworking qu'il n'y avait pas à l'époque, que je n'avais pas connus. Aujourd'hui, en même temps, j'aurais pu rester freelance, je pense. Mais là, je me suis dit non, autant être engagé dans un vrai projet, autant déjà, ça me permet une certaine sécurité, hein, ça, on va pas se mentir. Et en même temps, d'être engagé dans un projet. Est-ce qu'il y a justement un intérêt aussi peut-être pour le challenge que ça représente? Enfin, moi, je vais vous dire un peu la vision que j'ai un peu de l'extérieur, c'est que j'ai l'impression que pour des gens qui font du no-code ou qui ont ton profil, Prelo, c'est un des quelques endroits, en tout cas que j'ai identifié, après il y en a sûrement d'autres, où il y a un vrai
projet de continuer avec du no-code et du code Totalement. et de passer ça à l'échelle. Et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cet épisode, c'est que je trouve que c'est un challenge hyper intéressant à suivre et à voir. Et voilà, parce que on sait tous que voilà, il y a beaucoup de bubbles pour faire des MVP, etc. Et puis qui sont après mis à la poubelle et puis après développés et tout. Et ça, c'est un truc tout à fait normal. Enfin, et on est tout à fait d'accord que Bubble ne sert pas que à faire des MVP. Ouais. Mais voilà, suivant le stade où on en est dans sa carrière de no-codeur ou de no-codeuse et les skills qu'on a, on peut vouloir des challenges aussi plus ou moins importants et être sur des projets qui vont un peu prendre de l'envergure, etc. quoi. Oui, c'est ça. Hein. Moi, c'est le rêve que Nico m'a vendu. Hein. Bah, et que je cherchais aussi, hein, quelque part. Ouais, clairement, tu vois, le challenge. C'est ça. Hein, c'est que je pense Peter partageait un peu cette vision, enfin, en tout cas, la porte très, très bien, qui est d'essayer de faire un projet qui dure dans le temps sur la techno. C'est ce qui nous motive aussi. Hein. Enfin, voilà, le projet, le produit, on aime le produit, etc. Mais aussi cette ambition un peu perso. Enfin, en tout cas, ce projet qu'on trouve assez sympa. D'essayer de pousser la techno la plus loin. Est-ce que justement, avant de nous partager un peu et qu'on rentre vraiment plus dans la technique, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est Prelo quand même parce que carrément. Alors, on en est à 20 minutes déjà. C'est un sacré bonhomme. On a 20. Mais donc voilà, si tu veux nous dire un petit peu voilà quel est le projet, et puis après peut-être un peu justement on va revenir un petit peu sur la genèse et les premiers choix peut-être techniques, etc. Quoi. Ok, bon exercice, pitcher ça, enfin expliquer ça en quelques phrases, c'est... Je te surveille. Le concept, moi je trouve de base de Prelo est quand même assez explicite, quoi. Enfin, je te laisse expliquer parce que là, sinon je genre, tu peux le tenter, Alexis, si tu veux. Surprise. Non, je peut-être mieux que nous. Je rephraserai éventuellement. Non, mais au contraire, j'ai envie de savoir comment vous l'expliquez. Ok. Tu nous dis si tu valides. En gros, nous on se positionne comme la volonté, c'était de se positionner comme des experts de la résidence secondaire. Et notre idée, c'est vraiment notre mission aujourd'hui, qu'on a assez bien définie, notamment pendant un séminaire qu'on a eu autour de VR, etc. C'est de faciliter l'accès à la résidence secondaire pour le plus grand nombre et partout, s'étendre ensuite en France et sur l'Europe. Et notre cœur product, notre sujet principal, notre concept principal, c'est la copropriété, donc la vente de parts. Donc on découpe en fait nos propriétés en 8 parts de SCI ou SCIA. Donc on a des huitièmes. Donc nos clients peuvent acheter des huitièmes de parts ou plus, jusqu'à 4, donc jusqu'à la moitié des propriétés. Et tout est partagé, donc les charges, l'entretien, les revenus issus de ces propriétés, parce que on s'occupe en fait du service sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de la chasse d'appart, enfin de résidence. Parce qu'il y a des maisons aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est la rénovation. C'est quand même plutôt des résidences secondaires, non, de ce que j'ai vu un peu sur le. C'est totalement des résidences secondaires. C'est notre marché. Si je dis pas de bêtises, l'idée un peu de base, moi que j'ai compris, enfin que j'ai aussi entendu dans une interview de Ludovic, c'était de se dire, en fait, la plupart des gens, qui ont des maisons de campagne, etc. En fait, ils y vont pas plus que 45 jours par an, quoi. En moyenne. Ouais, en moyenne. C'est 44, ouais. Ouais, exactement. Donc vous, et donc ça correspond à 1/8 en fait d'une propriété. Et donc en fait, on peut se dire, si j'ai juste 1/8, je pourrais quand même y aller souvent. Exactement. Et je dis ça parce que c'est pour expliciter aussi ce truc que je trouve très intéressant, qui est que si jamais personne ne va dans la maison, Prelo va louer. On fait du revenu locatif. Et ça, c'est aussi intéressant pour amortir, parce que quand même les charges, évidemment, sont quand même assez importantes sur ce type de biens. Voilà, tout qui est fait pour toi. Ouais. C'est exactement ça. Je pense que le premier constat, c'était ça. C'était les résidences secondaires sont pas occupées toute l'année. Tu payes les charges plein pot. Tu payes une propriété aussi plein pot. Là, tu accèdes à une part de propriété qui correspond à ta consommation annuelle, avec un standing de propriété en théorie 8 fois plus élevé, qui peut être plus, parce que la propriété, tu payes pour le même prix quelque chose de... Ça se voit tout de suite. Hein. Je pense que quand on arrive sur le site, quand tu vois les photos des propriétés, ça fait toujours rêver. Il y a des trucs sympas. Il y a vraiment des propriétés sympas. Et puis assez diversifiées au final. Des chalets, des villas en bord de mer. On a des villas avec des box pour chevaux, pour ceux qui, aussi avec des particularités, des attributs assez spécifiques.
Et surtout aussi l'autre point, c'est qu'on s'occupe de l'ensemble de la chaîne de valeur de la résidence secondaire, à savoir on les cherche, on les rénove, on s'occupe de la gestion des prestataires, donc le ménage, nos propriétaires ont grosso modo rien à faire, conciergerie, les revenus locatifs, donc on met ça sur les différentes plateformes de location pour du revenu. Donc c'est à la fois un investissement et un lieu un objet de plaisir et de jouissance avec la famille et les amis. Et on revend les parts. On a un marché en fait secondaire aussi. On pourra en dire un peu plus sur ce qu'on... Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a un truc... Enfin, moi, honnêtement, je trouve le concept hyper intéressant. Enfin, je suis typiquement... Genre, j'ai pas forcément là les moyens tout de suite, mais c'est vraiment exactement le genre de choses que je pourrais faire, quoi. C'est-à-dire... pas acheter une maison de campagne tout seul, enfin pour toutes les raisons que tu as évoquées. Avec copains, avec la famille, les amis. Ouais, voilà, mais c'est pas évident. Hein. Franchement, moi, généralement, j'ai eu un projet avec des amis où on a commencé à visiter un peu des maisons à plusieurs, puis en fait, après, c'est compliqué en fait avec des amis. Tu vois, t'as toujours un peu. Ça, c'est un peu une fausse bonne idée, je trouve, quelque part. Si ça marche bien, je pense que c'est génial. C'est génial. Mais nous, en fait, c'est pas aller au bout parce qu'en fait, il y en a, après, ils ont acheté leur maison tout seuls dans leur coin. D'autres, ils n'avaient pas les fonds qu'il fallait au bon moment. Enfin, ils voulaient un autre endroit. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est un peu le risque ce qu'on nous a souvent remonté. C'est faut investir avec les bons amis, quoi. Faut être sûr que ce soit les bonnes personnes. Après, nous, on casse un tout petit peu cette idée. En fait, on la rend plus permissive parce que dans notre concept, les gens se rencontrent s'ils veulent. Mais si tu investis avec des amis, tu peux t'organiser, aller avec eux. Mais notre modèle est viable pour des gens qui ne se connaissent pas du tout et qui coexistent au sein de la propriété, qui n'ont pas Alors, ça, j'ai une question là-dessus. Enfin, après, quand même, à un moment, on va parler plus du côté technique. Mais je trouve que j'en profite, tu vois, parce que je me suis posé plein de questions en regardant ça. Enfin, vous le dire, à un moment, je me suis vraiment... projeté un peu en tant que client, quoi. Faudra qu'on discute après. Et tu vois, je suis curieux de ce truc de... Du coup, je me suis dit, j'ai regardé, il y a une maison pas très loin de Paris et tout, c'est cool. Et je me suis dit, mais c'est con parce que si j'y vais le week-end tout seul, alors que la truc, il y a 4 pièces et tout, c'est super beau, en fait, il y a une espèce de... Et comme je connais pas les gens et qu'il y a un mécanisme, de ce que j'ai compris, il y a un calendrier, etc., où tu réserves les jours où toi, tu veux y aller. Exact. Dans tes 44 jours que tu as droit par an. Mais du coup, tu vois, je me suis dit, avec des amis, forcément, ils iraient dans les autres chambres, quoi. Alors que là, des gens, tu les connais pas. Et du coup, tu vas venir tout seul dans ta super grande maison avec la piscine et tout. Donc après, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour mettre en relation les gens entre eux ? Est-ce qu'il y a ou est-ce que c'est très un peu Airbnb ? C'est-à-dire, tu vas en mode comme si tu étais dans un Airbnb, mais qui est un peu chez toi, quoi. C'est un peu l'idée. Après, parce qu'il y a plein d'avantages, hein, par ailleurs. Mais... Ouais, on n'a pas de zone de... Les gens n'y vont pas en même temps, ou on n'a pas ce type d'utilisation. Ce qui pourrait être un moment des pistes de réflexion. Hein, on bosse beaucoup tout l'aspect communautaire, le fait de pouvoir, même à terme, échanger sa propriété sur des nuitées avec d'autres dans le réseau. Donc, faire une sorte de réseau un peu prélo, un Airbnb un peu premium. Hyper intéressant. Ouais. Donc, ça, franchement, un peu WeWork, tu as accès à tous les WeWork, tu vois, avec ton exactement. Là, on donne des en exclu. Hein, mais... en plus, ça me fait penser que j'avais oublié de mettre la question de la roadmap. Donc, voilà. Celle-ci, c'est un peu notre... c'est un projet qui nous plaît assez en interne, qu'on travaille. Super idée, ouais. Donc, mais carrément. Et après, l'idée, je pense qu'on a c'est de pouvoir y aller aussi avec la famille, des amis, c'est aussi des... Ça, après, c'est ce que je me suis dit, tu vois. De toute façon, ta maison de campagne, tu vas pas trop tout seul, enfin, sauf après, bon... Non, mais t'as l'occasion, ouais. Après, c'est vrai que moi, je suis aussi un peu dans un mode, moi, j'ai envie de me reconnecter à la forêt, parce que moi, j'ai pas grandi dans la forêt. Et donc, moi, je verrais bien aussi un peu comme on est en full remote, de se dire, bosser la semaine. Mais bon, là, c'est moins l'idée, quoi, je pense. Après, tu vois, dans l'idée, on a parlé de biens assez d'exception premium, mais on vise des biens très élargis. On veut rendre vraiment accessibles les propriétés. Configuration possible. Et on veut que ça soit accessible pour tout le monde. Donc, un 8e de part, même sur une propriété un peu plus petite, mais qui reste très très cool, ça reste accessible. Et ça peut être un bon lieu d'évasion sur du télétravail, ou tu vois, même s'il n'y a pas 12 chambres, que c'est 3 chambres, enfin 2-3 chambres. Même que 2 chambres. Exactement. Ça, parce que du coup, ça ramène aussi d'autant plus bas le prix de la part, quoi. Exactement. C'est ok, non, mais bon, c'est hyper intéressant. Bon, enfin, on pourra en parler après, parce que j'ai plein de questions plus sur le fonctionnement, etc. Mais c'est hyper cool. Non, et juste, il y a un dernier truc que je voulais soulever sur le concept de prélo que je trouve hyper intéressant. C'est que,
à la différence des timeshares à l'ancienne, etc., c'est que tu as une part de SCI. Donc même en termes d'investissement immobilier, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, quoi. Absolument, ouais. Potentiellement, c'est-à-dire que j'imagine tes parts peuvent prendre de la valeur. Il y a aussi une assurance, je crois que Prélo peut racheter tes parts aussi, bon, avec une décote évidemment, mais il y a des mécanismes comme ça qui font que ça peut quand même, là, dans la période où on parle d'inflation, de machin, on doit aussi trouver des moyens. Et genre, c'est quand même un peu bête si tu vas dans... Parce qu'il y a des gens qui se disent, moi j'ai déjà eu cette discussion, donc ils m'ont dit oui, mais moi je préfère aller dans un Airbnb différent à chaque fois et tout, quoi. Et je peux comprendre, mais en même temps, du coup, là, c'est de l'argent que tu... C'est l'éternelle question que est-ce que ça vaut le coup de louer un appart toute ta vie ou finalement un jour d'investir et devenir propriétaire? Mais c'est un très bon débat. C'est un vrai débat. Mais c'est un très bon point parce que la résidence secondaire, c'est un super actif d'investissement pour être propriétaire. En fait, j'en parlais avec Seb, qui est le deuxième cofondateur. Ils sont forcément, ils sont quand même assez calés en immobilier. Et en fait, la résidence secondaire, c'est le bien le moins accessible parce que c'est en général pas les actifs que les personnes vont vers lesquels les personnes vont se tourner en premier, mais c'est les biens qui peuvent proposer les meilleurs rendements et qui passent bien comme tu dis, les périodes un peu plus troubles. Notamment là, le Covid, je crois que tous les logements ont pris 10%, 15% à la campagne, etc. Donc, ce qui était avant plutôt des résidences secondaires, qui maintenant peut-être sont devenues des résidences principales, parce que les gens sont en remote, veulent reconnecter avec la nature, etc. Donc, mais bon, là on parle d'un truc un peu différent, mais d'un point de vue d'investissement, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire, ce qui toi est ta résidence secondaire peut prendre de la valeur pour être la résidence principale de quelqu'un 10 ans plus tard, quoi. Enfin, tu fais une rente sur l'investissement locatif, mais tu peux faire une plus-value sur la revente, exactement, comme tu as dit. Potentiellement, quoi. Après, en termes de rentabilité, bon, on n'est pas sur un podcast financier, mais... Non, mais après, tu vois, par contre, il y a quand même les charges qui sont assez importantes, forcément, du fait de... Là, elles sont partagées, là... Ouais, elles sont partagées, mais elles sont quand même... Ouais, je sais pas. Elles sont quand même conséquentes, mais... parce que tu as un service. Là, littéralement, tu arrives dans ton prélo, enfin, dans ta maison, là, le week-end, tout est rangé, enfin, c'est un peu comme un Airbnb top, quoi. Et si jamais tu ne consommes pas toutes tes nuits et que certaines nuitées sont en location, en général, tu arrives sur un ratio de tu payes plus de charge, ça s'équilibre. Ouais. Donc, ça peut... il y a un peu de flexibilité dans la consommation. Bon, après, c'est vrai qu'on va pas parler non, mais je pense très sincèrement quand même que ça intéresse les gens. Enfin, c'est comprendre aussi le concept, tu vois. Bien sûr, totalement. Donc, il y a aussi le fait aussi qu'on essaie de casser l'idée aussi qu'il y avait avec le time sharing, justement, qu'on avait dans les années 80, où c'est assez différent, forcément, c'est assez associé, mais... C'est différent, en fait, on est dans une utilisation 100% flexible. Les gens, ils vont... c'est tout notre défi. Bah oui, le time-sharing, t'as acheté une semaine, je sais pas quand, et puis c'était les semaines d'été surtout qui étaient intéressantes, enfin... Ouais, et puis il y a eu beaucoup de dérives là-dedans. Beaucoup de dérives. Exactement. C'est pour ça que c'est un autre challenge aussi pour Prélo. Ça, c'est vraiment notre calendrier. Cette idée-là. Le calendrier, le produit qui doit rendre tout le monde heureux. C'est la raison pour laquelle avec Peter on a perdu 10 kilos en 2 mois. Mais bon, là, aujourd'hui... Non, mais c'est... ouais. Mais je pense que le timeshare, c'est aussi un truc de génération quand même, non? Enfin... Moi, je pense, est-ce que, tu vois, l'image qui est ancrée, tu vois, peut-être nous, on est un peu plus vieux, donc on a un peu ça en tête. Moi, je me rappelle mes parents. Tes parents, ils avaient un timeshare? Ils avaient essayé de faire ça, et bon, ils ont fait partie des gens qui, à un moment donné, ils ont vite arrêté parce que c'était juste pas possible, quoi. Et c'était à un moment donné, tu perds de l'argent, clairement, avec ce système-là. Et de mémoire, je crois que je n'en ai même pas profité d'un seul, c'est pour te dire. Tellement c'est compliqué. Après, on vivait en Guyane française aussi. Alors, je précise, il y a de la ville là-bas, parce qu'on parle de forêt, mais il y a de la ville quand même. Mais mais oui, donc déjà, tu te dis, déjà à l'époque, c'était l'enfer. Bon, ça s'est perdu dans le temps, et puis, mais en fait, je pense qu'on y revient aujourd'hui. Tu vois, ce besoin et cette envie de pouvoir partir en vacances, mais pas trop loin non plus, ou peut-être aussi partager un lieu avec les gens, vraiment d'avoir ce concept-là. Mais c'est un peu par nécessité aussi, les prix sont devenus tels que... mais je trouve qu'il y a un truc à la fois rationnel de se dire on partage. Moi, je pense que de toute façon, globalement, on devrait un peu tout plus partager. Il va falloir y venir. Exactement. Et puis, voilà, ça ramène... Enfin, c'est marrant parce qu'il y a très longtemps dans le podcast, j'avais eu... Enfin, très longtemps. J'avais eu un échange avec Camille de Junebot. Oui.
Et on parlait de ça, et à un moment, je sais pas, sur la fin, en fait, elle disait oui, ça fait 2 ans, je sais pas. Non, mais moi, le temps s'est un peu accéléré. C'est relatif. Non, mais c'est parce que je pense que ça devait être l'épisode, je sais pas, 30, ou là, on en est à 92, tu vois. Donc, c'est le temps. Mais, et en fait, à la fin, je lui demandais, à l'époque, je demandais tout le temps aux gens, à la fin, est-ce qu'ils auraient un side project, et c'était quelque chose autour des finances personnelles. Et parce qu'elle me disait, elle dit, on est toute une génération de gens qui ont bossé, tu commences à bosser, tu vois, quand t'as 25 ans, tu mets un peu d'argent de côté, mais en fait, arrivé à 35 ans, t'as pas assez pour t'acheter une résidence principale, sans s'endetter, je veux dire. Ou alors peut-être, si t'as eu un peu de chance, tu t'es acheté ta résidence principale, tu t'es endetté, mais t'arrives encore, parce que t'as un bon salaire, à mettre un peu d'argent de côté. Et puis cet argent, je sais pas, admettons, tu as 30 000 euros d'épargne, tu sais pas quoi en faire, tu vois. Tu peux acheter une place de parking ou un truc comme ça, et puis 2 places de parking à Paris, quoi. Et en fait, c'est nul, quoi. Autant, tu vois, et c'est là où justement, je trouve qu'on a des nouvelles options par rapport à ça, ou d'avoir des choses où tu peux en profiter, et en même temps, quand même, que ça reste un investissement intéressant. Intéressant pour toi. Ouais, c'est clair. Ouais, on va commencer à faire de la concurrence avec la martingale de Mathieu Stéphanie. Passons le sujet. Passons à la technique. Non, mais en plus, c'est un sujet, moi, je trouve qui est hyper intéressant. Mais bon. C'est clair. Mais ouais. Parlons vraiment du produit. Comment ça a démarré Donc, c'est juste pour bien comprendre, au tout début, il y a 2 cofondateurs. Mais toi, tu es là aussi dès le début ou... Ouais, exactement. Je pense que. Est-ce que tu es considéré comme un cofondateur ou est-ce que Non, je suis pas. Je suis pas cofondateur et le rôle me va très bien déjà. C'est comme hein. Enfin, tu fais partie des premiers employés de. J'étais là. Premier employé, c'est un bon statut aussi dans une boîte. Ouais, exactement. Je suis peut-être même pas officiellement parce que mon contrat a démarré 15 jours après, donc on m'a un peu volé ma place de premier employé. Mais non, du coup, moi, je suis très très content d'être de gérer le département produit et de bosser avec Peter et l'équipe. Donc juste pour comprendre la structuration, avant que tu nous dises un peu comment tu as commencé à créer vraiment, vous avez un directeur technique, un CTO? Il est à cette table. Peter s'occupe de notre vision tech et je pense que en fait on est officiellement une équipe produit. Mais quand même Julie de la tech. D'accord, ouais, non mais c'est ça, c'était pour être sûr de bien, mais parce que du coup j'ai pas vu un organigramme d'ailleurs, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un CTO et j'ai bien compris qu'en fait tout ce qui était concerné le produit, à la fois le développement et le product management, on va dire, était dans la même équipe, quoi. On est une équipe un peu hybride, product tech, parce qu'on s'occupe des deux. Ça doit faire à Milan, non? Je pense que oui. Si on rediscute avec Milan, ça lui plairait, quoi. Après, c'est vrai parce que même le terme product builder, ça colle vraiment bien à certains membres de l'équipe, quoi. Justement, tu vois, pourquoi ça s'est fait comme ça? Est-ce que c'est un choix de ta part? Est-ce que ça... en fait, au tout début, quand on était 3, on a démarré avec Bubble. On a démarré. On était sur une app, puis 2. Aujourd'hui, on a 5 apps sur Bubble. Un écosystème avec plusieurs outils, on est connecté on a notre CRM, plusieurs outils qui gravitent. Donc on commence à avoir un écosystème un peu on va dire en microservices. Je sais que Peter n'aime pas trop ce terme, mais vraiment voilà, un peu un système solaire avec une étoile au milieu qui est notre back-end qu'on a mis en place ces derniers mois. Architecture qui a bien changé depuis le début. Qui a quand même bien changé. Du coup, c'est tout ce travail aussi. Peter est arrivé, on a bossé ensemble la structure un peu globale. Peter porte la vision tech et un peu structure de nos outils. Et, on a pas mal de sujets data, pas mal de sujets un peu aussi très tech en fait, au-delà du produit. Donc au début on était très produit avec des process de product management, avec toute la partie delivery, discovery, des recherches, l'exécution, du design, la création des apps, le suivi, etc. Et de plus en plus, on a ajouté ces briques, donc connecter un back-end externe, connecter tous nos outils, avoir une vraie gouvernance des données, des vraies automatisations, parler de scalabilité, de performance, etc. Donc, et sécurité. Donc de plus en plus on arrive là-dessus, mais tous les outils qu'on utilise et un petit peu cette stack nous permet de nous codifier, d'avoir chez nous aussi toute la partie ops et de l'inclure dans tout le département produit. Donc de fil en aiguille on est devenu un peu une équipe produit tech et de plus en plus. Donc
ça s'est fait un peu de manière un peu naturelle. Est-ce que, si je résume un peu, c'est que ça a commencé vraiment par le produit, c'est logique, c'est le focus au début quand tu te lances, mais comme tu étais sur Bubble, etc., vous avez pu vous-même aussi développer ce produit, on va dire. Et puis petit à petit, avec le passage à l'échelle, que ça soit pas forcément juste en termes on va dire, de fréquentation, etc., mais du produit qui grossit et de la roadmap, des besoins techniques, qui émergent. C'est muscler le côté tech, quoi. Exactement. Ouais. Et là, faire appel vraiment à des gens qui non seulement connaissent le no-code, mais aussi le code. Et aussi, toi, j'imagine, tu as une connaissance de tout ce qui est, on va dire, infrastructure, quoi. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, peut-être pas trop le terme microservice. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas le terme microservice, même si pour moi, ça reste un effet de mode, mais ça a ses avantages et ses inconvénients de faire du microservice. Mais là, c'est un problème d'architecture, clairement. C'était vraiment un besoin d'architecture. Parce que, sincèrement, tu as un besoin de scalabilité, tu as une vision après sur du moyen long terme. Et quand tu vois une archi dans un instant T, tu te dis, est-ce qu'elle va pouvoir y aller ou pas? Et là, clairement, en arrivant, il a fallu faire des modifications, mais c'est un peu, pour moi, c'est un peu un des potentiels dangers du no-code aujourd'hui, de se dire que finalement, tu vas tout reposer sur un seul et même outil. Et même si tu vois, j'adore Bumble, mais le travers de cet outil, c'est de se dire qu'en fait, il va tout faire. Ouais. Et ok, au début il va pouvoir tout faire, mais à un moment donné tu vas vite te rendre compte que c'est pas le cas. Pourquoi? Tu peux pas tout mettre dans le même panier en fait. Pourquoi, par exemple, avec l'exemple de Prelo? L'exemple de Prelo, c'est typiquement déjà au niveau de la gouvernance des données, typiquement les données, et puis les différents on va dire pôles de gestion de la donnée et du produit aussi, parce que la gestion de nos résidences, la gestion aussi de comment c'est géré soit en interne ou soit en externe. On peut pas faire faire gérer toute cette partie-là, tous ces aspects-là sur un seul et même outil ou voire même une seule et même app. C'est ça un peu, il y avait un peu une app centrale à la base qui gérait un peu, qui ordonnait, qui orchestrait un peu tout ça. Ce qui est très bien, mais quand tu commences à te retrouver avec un certain volume de données et aussi un certain volume de tâches, un certain volume de process avant, en fait tu te retrouves avec des œufs et des pommes dans le même panier. Et là à un moment donné, non, tes œufs il faut les ranger dans le frigo, tes pommes sur le bord de ta cuisine, et puis les bananes il faut les emballer, quoi, tu vois. Peter, expert des métaphores culinaires. Ça, ou d'autres trucs, mais bon, peu importe. Non, mais à un moment donné il faut de la structure, il faut aussi comment dire, moi j'ai pas le mot, mais il faut cloisonner en fait correctement en fonction des typologies et des métiers. Moi je suis très pour identifier d'abord la typologie d'un besoin, la typologie d'un projet, le cloisonner et dédier quelque chose à cette tâche-là. Si tu dédies quelque chose si tu prends un outil ou même une app où tu fais quelque chose qui fait tout, tu vas systématiquement vers de la dette technique. C'est obligatoire. Et de la maintenance, de la pénibilité Et c'est exactement ce que Peter dit. Et le premier constat qu'on a eu par rapport à ça, c'est qu'au début, on avait une app. On avait déjà cette logique en fait de bien découper nos apps Bubble pour pas qu'elles soient toutes dédiées à des services spécifiques, parce qu'on sait que Bubble, faut maintenir dès que ça grossit beaucoup, on tombe dans des sujets de perf, faut optimiser énormément. Donc, on s'est dit qu'on allait bien découper par produit. Donc, pour donner des exemples, on a une app qui s'occupe du calendrier, une app qui s'occupe de la promotion de nos biens sur un listing, une app pour gérer nos relations avec nos partenaires, une app pour gérer tout ce qui se passe en back. Donc, tu vois, le formulaire pour éditer le bien, tu mets les images, tu mets toutes les informations. Donc, c'est très découpé. Vraiment le back-office. Des équipes qui gèrent ça. Exactement, avec le métier. Et on a vraiment découpé. Et en fait, on s'est rendu compte sur notre app de listing des biens que déjà, au fur et à mesure que l'équipe grandissait, on ne pourrait pas tous bosser sur une app Bubble, c'était aussi la raison du découpage, pour pouvoir bosser en équipe. Et surtout, on a vite eu des soucis de maintenance sur nos workflows, sur nos logiques, en fait. Toutes les apps parlaient entre elles, mais sans point central. On n'avait pas de source de vérité. Ça, c'était notre premier sujet technique où on s'est dit, OK, là, on a un souci, parce qu'on a tissé plein de connexions entre toutes les petites apps qui gravitent. Donc, ça faisait une toile d'araignée, donc des connexions dans tous les sens. Et on s'est dit, là, ça devient un enfer à maintenir, à penser. Il nous faut un centre de gravité
vers lequel tout va transiter, digérer, rebasculer l'info, etc. Vraiment une sorte de centre de gravité vers lequel tout transite. Et du coup, on a choisi l'outil Xano comme back-end qu'on connecte avec nos app Bubble. Et aujourd'hui, ça nous permet, donc Peter a amené les bonnes pratiques aussi de qui communique avec qui, de quelle manière. Et là, c'est assez... voilà, on a des process où une app communique avec le back-end, va rediriger vers notre CRM, rediriger l'info sur un peu partout. Il y a des gens qui passent. Ouais. on est au milieu un peu du cowork. Ouais, un petit coin de café. Mais c'est marrant parce que souvent les gens quand ils voient les micros, ils font attention, ils s'arrêtent de parler. Puis là, ce groupe, rien à foutre, quoi. Mais on leur en veut pas. Ouais, ils sont pas les. Ils voulaient un moment de. Mais non. Pardon, du coup, je t'ai interrompu. Ah non, ils nous ont. Non, c'est c'était notre premier sujet en fait, de définir une source de vérité. Que ce soit pour nos données et pour toutes nos logiques, pour pouvoir c'était vraiment construire dessus. L'architecture et la gouvernance de données qui étaient vraiment... Petite question technique avant qu'on revienne un peu sur les sujets de collaboration que tu as évoqués qui m'intéressent beaucoup. Pourquoi Xano ? Peut-être Peter ou je sais pas. Alors, pourquoi Xano ? Pour deux raisons. Et est-ce qu'il y a des concurrents aussi ? Est-ce que tu t'es posé la question ? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu... J'ai fait ma petite veille, j'ai fait mon petit benchmark. Et j'en ai ressorti deux qui étaient Backendless et Xano. Xano très jeune, alors que Backendless c'était beaucoup plus vieux et beaucoup plus... En fait, la vraie question, ce qui conditionne aujourd'hui nos choix, c'est aussi se dire, c'est que dans l'équipe produit, on veut que tout le monde soit capable de mettre la main à la pâte. Voilà, on est des product builders, je le dis, même s'il pourrait y avoir d'autres termes, mais l'idée c'était de vraiment de trouver l'outil où si par exemple moi je suis pas là demain, tout simplement, Nicolas il est capable de se mettre dans l'outil, ou un de nos collaborateurs, Théo, il est capable d'y aller et rapidement mettre en place quelque chose. Donc ça c'était aussi un des challenges, c'est vraiment garder ce côté no code, low code, mais d'abord ça devient vraiment une priorité en fait. Et surtout aussi le challenge c'est de se dire on va réussir à ce que ça fonctionne avec ce type d'outil. Et que, ok, derrière, on sait que très bien qu'il y a, il y a du Google Cloud ou autre chose d'ailleurs, mais que déjà, on évite de perdre du temps avec cette gestion-là, côté serveur et tout ce que ça demande, de vrai DevOps, quoi. Et qu'en même temps, on ait quelque chose d'accessible, de costaud, clairement, tu vois, d'assez bien fait d'ailleurs, parce que je trouve que Xano, c'est un outil très très bien. Même s'il est très jeune, il y a encore des choses à corriger, mais honnêtement, maintenant qu'on l'utilise depuis là quelques semaines, un peu plus maintenant, je suis plutôt assez content parce que même avec les devs avec qui je bosse, donc qui sont des freelances, parce qu'on a quand même, on bosse avec des freelances qui de base sont devs, BTC Max, ils font partie de ils apprécient l'outil, tu vois, ils trouvent ça, ils le disent, hein, on kiffe parce qu'en fait ils ont pas à se prendre la tête, ils connaissent l'archi qu'il y a derrière. Ils sont à l'aise avec l'outil et tac, c'est mis en place super rapidement et ça fonctionne. Ça répond au tac. Enfin, et déjà au moins d'avoir ce type d'outil-là, ça permet déjà de centraliser nos données, de vraiment de gérer certains workflows, certaines tâches et de pouvoir déjà aller vite, clairement aller très vite et de pouvoir aussi avoir confiance à un outil qui va permettre de répondre à n'importe quel besoin. Mais oui, j'ai fait mon petit benchmark et il y avait même après d'autres technos un peu plus... bon, évidemment, on s'est posé la question, comme tout le monde, il y avait Supabase, ce genre de choses, mais c'est des outils beaucoup trop légers par rapport à la vision et par rapport aux besoins qu'on avait. Là, c'est carrément pas, ils faisaient pas le poids. Et puis du coup, Supabase, si tu l'utilises, donc c'est un outil qui est open source, si tu l'héberges toi-même, tu retombes dans des logiques justement de DevOps, de sécurité, tu vas devoir gérer les serveurs, etc., passer à l'échelle, et ça, c'est quand même un truc qui est, là, pour le coup, vraiment pas du tout à la portée de tout le monde, quoi. Là, il faut un CTO, quoi. Ouais. Non, mais oui. Et bon, après, honnêtement, il y a aussi une motivation personnelle, hein, c'est que moi, c'est des choses que j'ai déjà faites et que aujourd'hui, si je peux me proscrire, je le fais, quoi. Bien sûr. C'est des trucs aujourd'hui, je me dis, de toute façon, je pense que un dev, déjà de base, il n'est pas censé réinventer la roue. Tout ce qu'il peut automatiser, il va l'automatiser. Donc, s'il peut s'éviter, et d'ailleurs, c'est pour ça que certains langages existent, où on décrit juste une tâche, on le balance sur un serveur et la tâche s'exécute. On n'est pas là à devoir réexécuter la tâche en permanence. Bien sûr. Un bon dev, c'est celui qui va justement optimiser son temps et dès qu'il va voir qu'il a une tâche qui est de fait plus d'une fois,
il automatise. Donc c'est vrai, je trouve que moi... ça, c'est toute la philosophie, justement, DevOps, etc. Et ça peut être le rôle, d'ailleurs, de quelqu'un, parce qu'il y a aussi beaucoup de devs qui, de toute façon, n'ont aucune idée de comment fonctionnent les serveurs, etc. Oui, et du coup, tu peux avoir, suivant la taille de ton équipe, avoir quelqu'un qui s'occupe que de ça, que de l'outillage des devs, quoi. C'est vraiment le sujet de DevOps, quoi. C'est ça qui nous a plu dans Xano, un peu dans la promesse d'avoir un DevOps low-code qui s'occupe de tout ça pour qu'on puisse se concentrer en fait sur les logiques de nos data. La donnée, le produit. Et on le ressent comme ça, hein. Franchement, moi j'avais passé 5 minutes dans AWS, donc un non-tech qui plonge un peu. L'enfer. J'avais ma boîte de Doliprane et j'ai passé une sale journée. Et puis le problème, c'est que quand on maîtrise pas ces trucs-là, c'est vite facile de faire une connerie qui, soit peut coûter cher. Bon, ça c'est encore. Ou alors vraiment d'avoir des problèmes de sécurité, etc. Et d'avoir des trucs mal ficelés. Exactement. Alors, ça peut être vrai aussi, comme avec les outils no-code Xano, tu peux vite te retrouver à faire une bêtise. Parce que c'est le travers en fait, d'un outil très accessible et très facile, et que du coup c'est accessible à n'importe quel profil. Mais t'es pas à l'abri de supprimer des données. Heureusement, bien t'as sûr, des garde-fous. T'as l'erreur humaine, mais par contre, tout est rapidement actionnable. Tu peux choisir ton serveur, tu peux ajouter de la performance, c'est assez intuitif. C'est dispo tout de suite. C'est dispo. C'est opérationnel rapidement. Le sujet que tu évoques, c'est celui des bonnes pratiques, etc. J'ai envie de dire, tu vois, c'est un peu, on avait parlé avec Benoît là, de NC Scale, mais c'est pareil dans Bubble. Tu configures pas bien tes privacy rules, etc. Totalement, tu t'exposes et. Voilà, c'est un peu. C'est des règles de bon sens, c'est des règles de bonne pratique. C'est un peu de culture aussi, je pense, parce que c'est beaucoup de process, on sait qu'on a une donnée à traiter, on a certains éléments à manipuler. Le sujet, c'est pas que le sujet en soi, enfin l'item, c'est vraiment tout ce qui va aussi être autour. Où est-ce que ça va, d'où ça vient, pourquoi on l'utilise. Qu'est-ce que je dois mettre en place autour pour justement qu'il passe du point A à un point B sans problème, quoi. C'est un sujet de fond, mais qui est réel et très important, quoi. Ça, c'est un peu quelque chose qu'on essaie de cultiver dans l'équipe. C'est de tourner en process tout ce qui peut être intéressant, de standardiser, tu vois, le traitement des images. Comment est-ce que ça se passe exactement en passant par justement ce back-end, comment c'est redistribué. Comment est-ce qu'on va gérer l'ajout d'une nouvelle donnée avec le métier, comment est-ce qu'on va gérer nos back-ends pour que ça soit lisible pour tout le monde. Enfin, tu vois, je pense que ça, c'est vraiment un mot un peu clé qu'on a, c'est processer. J'ai pas l'équivalence là. Désolé pour l'anglicisme, mais non, mais mettre du process et des règles, des bonnes pratiques. Moi, j'aime bien le terme bonne pratique parce que des bonnes pratiques, c'est des bons cas d'usage et des méthodes. Et c'est surtout il faut les écrire en fait. Ces bonnes pratiques, c'est en ça que ça devient des process de toute façon. Exactement. Avant qu'on vienne justement, c'est un sujet qui m'intéresse toujours, c'est le sujet de la documentation que tu commences à évoquer. Peut-être pour rester sur plus la partie collaboration. Parce que ça, c'est un des trucs, tu vois, notamment je l'avais évoqué quand j'avais enregistré l'épisode avec Benoît, justement, on parlait de Prélo. Moi, je suis vraiment curieux de comprendre mieux comment vous faites, parce que pour moi, les outils no-code aujourd'hui, ils sont très bien pour travailler seul, quoi. Je veux dire, Bubble, clairement, même si on sait pas vraiment pourquoi ils ont cette fonctionnalité que tu peux travailler à plusieurs sur Bubble. Très franchement, ça en fait un peu peur. À mon avis, c'est une fausse bonne idée, quoi. Oui, c'est une fausse bonne idée. Et d'expérience, on a des anecdotes. Et mais justement, racontez-moi ça parce que vous évoquiez justement le fait que vous êtes aussi un peu changé d'architecture, etc., pour pouvoir aussi faciliter cette collaboration. Juste déjà peut-être un mot, est-ce que tu peux me dire combien il y a de personnes dans l'équipe, et de gens qui interviennent sur Bubble par exemple, la typologie, sur la technique, un petit tour de la typologie. Voilà, très rapidement. On est 10 et on a 3 squads. En fait, on a découpé justement en 3 squads. Et chaque squad est composé d'un product manager qui est builder, qui fait du Bubble, Est-ce que tu dirais que tout le monde dans l'équipe fait du Bubble globalement? Quasi tout le monde, et les autres se forment intensément. En tout cas, l'idée c'est que tout le monde puisse, un peu comme tu disais, tout le monde puisse prendre la main potentiellement. Exactement. Tout le monde ne sera pas expert, mais c'est l'idée, c'est que tout le monde ait un langage un peu commun. Il y a cette histoire de tout le monde peut comprendre rapidement ce que font les autres, mais avec des spécialités. Donc on a des product managers qui font du PM. On a des designers spécialistes qui font le design et l'intégration. Donc ils font Bubble, Webflow, nos autres outils. Et nos devs low-code qui du coup font du Bubble, mais qu'on a aussi sélectionné pour leur bagage tech, leurs connaissances techniques.
On viendra justement après aussi sur le côté qu'est-ce qui est codé ou pas codé, mais donc comment vous faites pour collaborer? Comment est-ce que vous faites pour travailler à plusieurs sur une appli Bubble? Alors, sur un peu le truc en général, quoi. Déjà, tu as vraiment la définition de justement l'archi d'équipe. Donc, tu vois, avant les outils, en amont, on a découpé en 3 squads pour être sûr que les gens se marchent pas trop dessus. Chacun est dans sa juridiction, grosso modo, même s'il y a beaucoup de... Juridiction, c'est quoi? C'est par exemple le back-office. Nos 3 BU, c'est tu as toute la partie marketing et sales, donc acquisition client. Donc, tu vois, la partie lead, donc la promotion. Ça, c'est en général dans Prélo ou que dans ton équipe? Non, en général. Ensuite, les équipes produits correspondent à ces grands départements. Ah, d'accord. Pardon. Du coup, donc, c'était quoi les 3? Donc, la première, c'est toute la partie gestion des futurs clients, des visiteurs, donc des leads, etc. Ouais. Toute la partie un peu marketing. Ensuite, tu as la partie très développement, donc les relations avec les partenaires, le back-office pour toutes les parties opérationnelles sur les propriétés, donc trouver les biens, la gestion des travaux, tout ce qui concerne un peu plus l'opérationnel chez nous. Et la dernière, c'est quand les clients ont acheté, qui deviennent, quand les clients ont acheté, toute leur vie de client. Donc le calendrier, le customer success, gestion de propriété. Exactement. Gestion de propriété. Oui, il y a aussi une partie très un peu administrative, immobilier, je sais pas. Exactement. Gestion des prestataires, des charges. Tu vois, il y a pas mal d'applis, pas mal de produits que nos clients utilisent ensuite. Tu vois, tout ce qu'on a dit sur la communauté. Et le fait d'avoir découpé notre équipe produit sur ces 3 BU, c'est qu'ils ont tous leurs produits déjà de base, donc ils bossent sur des sujets très distincts, même si quand il y a besoin d'aide sur une BU, il y a le corps de chasse, tout le monde rapplique et on essaie de s'organiser. Mais en général, c'est quand même assez découpé déjà en amont pour pouvoir travailler sur les outils no-code qu'on connaît pas super permissifs sur la collaboration. Et après, sur la partie plus orga, si tu veux prendre le sujet, Peter, sur la partie plus orga sur les outils, on met en place tout ce qui est système de branches, versionning, un peu des méthodes de collaboration. Mais parce que tu veux que je reprenne le sujet, si je vais me regarder. Je te laisse y aller le plus. Je te demande. Parce qu'en fait, il y a plusieurs composantes. Tu as la composante technique, tu as la composante de la documentation, dont tu parlais. Une question de méthodo, en fait, j'imagine, surtout. Toute la partie cahier des charges et scope en amont du projet. Tu vois, comment est-ce qu'on collabore aussi sur les. Sur la partie technique, outils. Ouais. Non, mais déjà pour juste compléter ce que tu disais, Nico, mais déjà le fait d'avoir réparti déjà en plusieurs BU, déjà les apps il y en a plusieurs, donc elles sont réparties par BU et chacun est responsable, on va dire, de ces apps, ces applications. Donc déjà ça allège ce problème de collaboration, c'est chacun dédié. Après, on a effectivement, d'ailleurs on travaille un peu avec Benoît, on a des échanges pour l'instant et justement sur son nouveau produit de versionning et tout. On devra le voir bientôt d'ailleurs, je pense. Mais parce que nous, on a eu des vraies problématiques effectivement de merge, on va pas se mentir, où on a eu quelques surprises. Parce que juste pour expliquer un peu peut-être s'il y a des gens qui comprennent pas forcément la problématique, ça c'est des choses qui sont adressées dans le code depuis des années, quoi. Ouais. Je veux dire, maintenant il y a Git, avant il y avait SVN, avant il y avait CVS, putain, je sais plus. Ça remonte tellement, bref, j'ai même plus envie de me plonger là-dedans. Et en fait, il y a un truc qui est vachement plus facile avec le code, c'est que c'est du texte. Et donc, comparer du texte, c'est beaucoup plus simple que de comparer des éléments visuels, quoi. Ouais. Dans Bubble, et je suis pas du tout un grand bubbleur, il y a un petit peu des notions comme ça de versionning, très basique. Il y a 2 environnements déjà, un environnement de test, un environnement de production, donc ça déjà se permet de faire des choses. Tu peux en avoir plus d'ailleurs. Ouais, ok. Tu peux en créer d'autres. En fonction de ton plan, tu peux en créer des dédiés, en fait, perso. Ok. Et ça te permet justement de compenser ces problèmes de merge. Ça, c'est pas mal parce que, souvent, en tout cas dans le code, en général, tu as 3 environnements. Tu as l'environnement de dev, l'environnement de staging, donc qui est le truc au milieu, en fait, où tu vas faire ta recette, et puis l'environnement de production, où là, c'est Et le staging, finalement, c'est une branche. La branche principale, c'est toujours l'environnement live, ou le main, ou le master, comme on dit à l'époque.
et de se dire que tu fais une branche, tu as une branche A, une branche B, soit tu utilises la branche pour faire tes tests, ou soit tu utilises une branche vraiment pour développer une feature et après tu la merges avec la branche principale. Enfin, il y a toujours ce même principe-là. Mais tu vois, ce truc-là, justement, par exemple, donc de merger, c'est-à-dire de ramener du code d'une c'est un saut dans le vide. Et ça, du coup, déjà dans le dev, c'est pas forcément évident, mais bon. Alors, dans le dev, en fait, c'est juste une rigueur. Tout simplement. Il y a une logique, même quand tu fais du Git ou autre chose, tu as toujours une bonne pratique, c'est déjà de regarder tes logs, de ce qui s'est passé sur le projet, de bien avoir fait tes commits la veille, tes envois de mise à jour la veille, et le matin, tu rapatries en fait les modifications avant de toucher quoi que ce soit. Ça, c'est la règle que tout bon dev doit avoir. Et après, évidemment, un échange s'il faut et savoir qui identifie le projet. Mais c'est pareil, sur ces outils no code, c'est qu'il y a une certaine rigueur à avoir. C'est sûr que quand on est plusieurs dans une équipe à bosser sur un même projet, il faut qu'il y ait de la communication. Ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'organisation, il faut planifier. De base, c'est le principe de base. C'est le principe de base, pas de tout le monde, mais en tout cas, moi je suis très porté sur l'agilité, etc. Et c'est un des trucs de base, la communication en direct. En direct, ouais. Totalement. Mais c'est inévitable. Enfin, si tu fais pas ça, tu vas face au mur. C'est quel que soit le produit, que ce soit dans le mur ou pas. Tu vas dans le mur même. Tu vas dans le mur. J'allais dire face au mur parce que des fois tu peux. Si t'arrives à t'arrêter devant, bon, comment je fais pour. Mais oui, tu vas dedans généralement. Mais voilà. En fait, c'est une question déjà de maîtrise de l'outil. De se dire, voilà, est-ce que... Alors, évidemment, l'outil, il vaut ce qu'il vaut et il est fait peut-être bien ou parfois pas bien sur certains trucs. Parce qu'on va pas se mentir, Bubble, pour parler que de Bubble, il y a certaines fonctionnalités qui sont mal développées. Ça, c'est clair, qui ne fonctionnent pas correctement et c'est con parce que, en fait, ça décrédibilise un peu l'outil alors qu'en fait, c'est un très bon outil. Mais, toi, d'expérience, quand tu te rends compte de ce genre de choses, tu brodes autour, en fait. Tu contournes le problème. Et oui, on a des process pour pouvoir éviter le problème. Et justement, le fait qu'on puisse faire des branches et repartir de ces branches-là, les pouvoir mettre en live certaines branches, ce genre de choses, on peut contourner. En fait, aujourd'hui, on ne s'autorise plus à faire de merge, par exemple avec Bubble. On évite. On évite parce que c'est absolument pas déjà contrôlable. Avec Bubble, en gros, tu sais pas qu'est-ce qui passait d'un point A à un point B. Pour toi, la logique voudrait que le point B est parti dans le point A, ok, mais en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, pas du tout. Il y a un truc tellement complexe à faire, tu vois. Là, je me mets à la place des devs de Bubble, ça doit être tellement complexe. Il bosse dessus, il me semble, d'ailleurs. Il faut qu'il l'améliore. Je pense qu'il bosse dessus, mais je pense qu'ils payent en fait la dette technique qu'ils ont accumulée de faire un outil sur. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas de librairie vraiment suffisamment costaud. On est bien d'accord. En fait, Bubble, c'est ni plus ni moins que des morceaux de Lego, mais des Lego neufs et des Lego vieux. Certains s'emboîtent bien, d'autres pas vraiment. Du coup, maintenant, ils sont obligés d'enlever toutes les pièces qui sont vraiment passées et puis de remettre des bons Lego. Un peu ça. J'aime bien avoir cette ce qui est très dur à faire a posteriori. Très, très dur. Ça, c'est le sujet de la dette technique. Bon, là, c'est vraiment un sujet dans le code. Enfin, qui existe aussi dans le no-code, mais quand même c'est un sujet, quoi. C'est un vieux sujet. Mais voilà, en gros, aujourd'hui, ils souffrent de ça. Après, nous, maintenant, on a des process pour justement éviter de subir ça, entre guillemets. Sur le classique, mais on a une branche dev qu'on pousse, qu'on garde un peu très proche de la production pour pousser les résolutions de bugs ou des petites features ou des petits trucs. Et en général, on fait notre dev ensuite sur une branche un peu buffer, une branche secondaire. Et on fait pas de merge, on fait un peu de travail à la mano. En général, ça se fait assez bien, mais on copie-colle les grosses logiques. On essaye de voir un peu et on va regarder tout ce qui est, peut-être comparation de code avec. Ce que prépare Benoît, moi c'est marrant parce que j'ai une discussion avec lui et sur le versionning. Parce qu'en fait, Bubble, en vrai, derrière, c'est du texte. Dans l'application, c'est du texte. Ce fameux fichier JSON que tu peux télécharger, ce qui te sert à rien, mais que tu peux. Ce qui est dommage, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu aurais très bien pu exploiter ce fichier JSON. Et bon, moi, je pense que je suis quasiment sûr que NCScale, c'est ce qu'ils font, mais ils vont bien le faire. Reverse engineering, rétro-ingénierie. Il est bon, Kevin. Petite dédicace d'ailleurs, il est très très bon. Mais je suis assez content parce que par avoir discuté avec lui, finalement, les idées que j'ai eues, parce que moi j'ai fait des petits outils pour moi pour pouvoir débugger ce genre de trucs, mais des petits outils avec ma petite console, mon petit node pour tester les apps Bubble quand j'en faisais pas mal, quand j'étais pas avant d'être chez Prelo plutôt.
Mais du coup, eux, ils ont vraiment créé un produit autour de ça, parce qu'il y a un vrai besoin, effectivement, que ça soit sécurité, versionner quelque chose. Et j'attends, j'ai plutôt hâte de voir déjà comment est-ce qu'ils vont exploiter ça pour pouvoir justement, nous, pouvoir faire un déploiement sur quelque chose qui était versionné. Donc contrôler déjà, ça va porter du contrôle, tu vois. C'est vrai que je suis assez d'accord que théoriquement, ça... Théoriquement, il devrait... un peu la tête à vraiment bien comprendre ce fichier qui est exporté. On pourrait faire des comparaisons de versions, etc. Normalement, c'est ultra lisible. Enfin, moi, pour les avoir déjà regardés, alors évidemment, Bubble, ils ont tout encodé. T'as des liaisons, des systèmes de maps et tout. Enfin, bref. Mais au final, on se rend compte que c'est d'une app à l'autre, c'est la même chose à chaque fois. C'est toujours, il y a de la redondance, de la constance là-dessus. Et quand tu te balades sur le forum, finalement, t'as des mecs qui ont remarqué que underscore X%, c'est ça, et underscore machin, c'est ça. Au final, tu pourras avoir un glossaire de la description de tous les items que t'as dans ton Bubble. Bon, à partir de ce postulat-là, tu te dis, ok, tu peux faire vraiment un vrai outil qui va être capable de récupérer en fait ce fichier source et de recréer une app à côté. En fait, on pourrait prendre ce JSON-là et compiler et recréer une app en React natif, enfin en React JS à côté. On pourrait le faire. Il y a un mec, si un jour il en a envie, je fais un petit message, de partir dans JSON et de créer une application par rapport au JSON, parce que tu as toute l'architecture, tous les workflows décrits, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir faire n'importe quelle partie de là. Bon, si quelqu'un a envie de faire un délire, moi je sais que je l'ai fait. Rétro-ingénierie avancée, quoi. Ouais, c'est de la rétro-ingénierie avancée. Et en plus, le problème, c'est que tu t'exposes à que Bubble change un truc juste pour faire sauter ton truc, tu vois. Tu mets du contrôle, ça c'est pas grave, tu check et une fois que tu connais une architecture, une structure, tu peux mettre des garde-fous pour t'alerter qu'il y a eu un changement. À ce moment-là, tu développes le changement. De toute façon, un changement, un développement, c'est jamais éternel. Courir après de toute façon, ça c'est valable pour tout. Que ce soit un outil no-code, pas no-code, autre chose. Si demain tu as une version tu développes en React.js, t'es en 15, je sais pas quoi, 3. Tu dois demain, ton machin, ils ont fait une grosse release. T'as des changements. Sauf que la différence, c'est que tu peux choisir de pas faire de montée de version, tu vois. Dans Bubble aussi, en fait. Alors que si t'es dépendant, tu peux ne pas upgrader ton application. Mais c'est vrai. Après, oui, donc théoriquement. Non, ils ont quand même bien pensé ça, Bubble, franchement, les ingés. Et là, j'ose espérer que maintenant, avec le recrutement qu'ils font. De toute façon, j'avais déjà eu des discussions avec des ingés où, pour eux, ils ont 1 an de refacto. Refacto, c'est de revoir le code, de révision du code. Moi, à mon avis, ils devraient repartir de zéro. Mais bon, ça, c'est mon humble avis. Je pense que c'est extrêmement risqué. C'est compliqué. Mais je pense que s'ils le font pas, ils s'exposent à avoir des problèmes de performance. Ça, c'est ma vision, tu vois. Mais là, je vous livre, je l'ai déjà dit de toute façon publiquement, mais je pense que Bubble, ils peuvent ne pas subsister dans le long terme s'ils ne corrigent pas leurs problèmes de performance. Parce que leur problème de performance, ce n'est qu'un symptôme de ce que tu as évoqué tout à l'heure, de toute la dette technique qu'ils ont, à mon avis, en dessous. Et ça, tant qu'il n'y aura pas de problème de performance, déjà s'il n'y avait plus de problème de performance, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas de dette technique en dessous. Mais à mon avis, quand je vois, tu vois, et ces discussions que j'ai aussi avec d'autres éditeurs, tu vois, qui des fois, tu vois, ne sont pas très inquiets de Bubble parce qu'ils se disent, nous on a commencé peut-être 7 ans après eux, mais on n'a pas de dette technique, quoi. Et on est parti sur des frameworks JS avancés, on a des équipes de dev. De vrais architectes, de vrais archis qui jouent. Tu penses que le fait de retravailler comme ça sera laborieux ou pas Je suis pas un expert vraiment du dev, je n'ai pas jamais été un très bon dev, mais tu vois, quand je regarde, je sais pas, c'est vraiment... Bubble, ça a été construit par 2 mecs. Il y en a un, il a fait des études de philo, l'autre, il est polytechnicien, tu vois. Et franchement, je pense que les deux, ils sont brillants. C'est des visionnaires, tu vois, d'avoir fait ça en 2012. Mais c'est pas des devs professionnels, tu vois. Le software engineering, c'est un métier, quoi, tu vois, l'ingénierie logicielle. C'est clair. Et donc, ça me fait dire qu'il y a de la dette, tu vois. Pas juste ça, mais aussi tous les problèmes de performance qu'il y a toujours eu. Et après, c'est un travail titanesque. Moi, je suis hyper admiratif de... Mais je pense que... C'est une vraie question. Parce que factoriser, tu vois, refactoring, etc., déjà, ça nécessiite des devs très compétents pour le faire. Et c'est un travail affreux, tu vois. Franchement, c'est ultra vraiment... compliqué. Non, mais c'est ultra compliqué. Donc, il faut que tes devs ils soient vraiment déter pour le faire jusqu'au bout, parce que sinon, les mecs, ils partent en cours de route, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais moi, j'aimerais pas... Moi, si tu me recrutais pour ça, je n'irais pas, tu vois. Clairement, moi non plus. Donc, et honnêtement, dans ce cas-là, je te rejoins là-dessus, je repartirais de zéro. Après, c'est très risqué. Repartir de zéro, on connaît des boîtes qui se sont plantées aussi en repartant de zéro. T'arrives jamais à rattraper, en fait.
Mais bon, tu vois, parce qu'en plus, je pense qu'ils pourraient le faire dans le sens où c'est un peu comme ils sont bien repartis de zéro sur le moteur de rendu. Et là, ça serait pareil. En fait, si tu repars de zéro à côté, tu as une nouvelle version. Et puis à un moment, tu te dis, les apps, elles sont plus supportées. Et il faut les nouvelles apps. Les deux versions pendant longtemps. T'es obligé, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pas grave. Tu vois, après, à un moment, tu mets une date de fin, comme les logiciels, comme l'Internet Explorer qui a expiré. Ou je sais pas. Quand même. Ouais, bon, ouais, mais tu vois, ils sont encore. Bon, ça fait 10 ans, tu vois, mais je pense qu'ils ont pas non plus. Ils ont des gros clients, je pense. Enfin, tu vois, même vous, tu vois, ça pourrait. Mais si on vous disait, soit vous pouvez continuer à maintenir votre truc sur le moteur actuel, soit vous pouvez le refaire sur un nouveau moteur, mais qui sera très performant, etc. Peut-être que vous vous lancerez dans la refonte avec le nouveau moteur, quoi. Ouais, j'imagine que c'est peut-être une question qui se pose vu que leur équipe s'agrandit, que... J'imagine, je sais pas, je suis pas du tout dans les secrets. Ouais, je sais pas du tout, non mais... Moi non plus, mais... Je sais pas s'ils le diraient en plus, parce que ça serait aussi exposer des secrets un peu aux concurrents. Ouais, clairement. Après, je pense qu'il y a quand même une logique derrière, et je pense qu'ils le savent, Bubble. Tu le lis, tu l'entends, et on sait que effectivement l'outil a de la dette. On sait de quel type en plus elle est cette dette, donc... à un moment donné, t'es pas idiot, tu sais très bien qu'ils sont obligés de passer par cette étape-là, quoi, de refonte et de total du corps même de moi, je leur souhaite de réussir suivant comment ça a été fait. On connaît pas l'architecture du code en dessous, mais s'ils arrivent peut-être à juste refondre, peut-être s'il y a vraiment un noyau, du coup le moteur qui interprète le JSON et tout. Ça, c'est peut-être là, tu vois, que peut-être qu'il faut réécrire que ça, ou je sais pas, et pas l'interface. Bon, franchement, là après, on part dans ça, c'est une chose, mais bon, il y a plein de choses à voir, mais au-delà de ça, de toute façon, quand tu regardes après l'outil de manière générale, il est quand même visionnaire cet outil, tu vois. Bien sûr, l'interface, elle est pas jolie, elle est moche, on va pas se mentir, mais elle est efficace. C'est ça. Moi, honnêtement, je veux dire, franchement, critiquer à ce stade, tu vois, c'est les goûts et les couleurs de toute façon. Oui, c'est les goûts et les couleurs. Un jour, ça reviendra à la mode. En plus, les interfaces comme ça, je veux dire, c'est pas un peu rétro, exactement. Donc ça, c'est surtout des trucs de goût. Tant que c'est ergonomique, ça c'est un sujet. C'est pour rentrer dans les logiques de base de données, tu vois, quand t'arrives et que tu dois connecter tes premières bases avec tes premiers workflows, ton premier éditeur, c'est quand même assez génial en vrai en termes de... Ça marche bien. Tu rentres un peu aussi dans les logiques. Tu débutes un peu avec les logiques low-code parce que c'est un peu permissif, donc franchement, ça serait cool qui règle certains soucis parce que l'outil. On verra, on leur souhaite. Je croise les doigts. Mais bon, après pour revenir un peu nous à notre archi, on prend quand même des dispositions, si tu veux, pour je vais dire moins dépendre de l'outil. Avoir de la résilience. Ouais, voilà, avoir un peu plus de résilience. Justement, peut-être par rapport à ça, est-ce que, donc vous l'évoquez, vous avez une approche quand même low-code, on va dire, plutôt. Est-ce que que tu dis low-code tout à l'heure parce que tu parlais de Xano, mais Xano, fondamentalement, c'est quand même un outil no-code, t'es pas obligé. Non, c'est un outil no-code. T'es pas obligé de. Mais est-ce que vous avez écrit des plugins? Est-ce que vous écrivez du code? Je sais pas ce que vous voulez en dire là-dessus, hein, pas forcément. Non, certaines apps ont des plugins. Quand je suis arrivé, j'ai développé des plugins de toute façon. Mais est-ce que un petit coup de N8N est un peu de level up, de N8N aussi maintenant. Un peu plus low code que les autres outils aussi. N8N c'est plus low code parce que c'est l'open source. Donc vous utilisez beaucoup N8N pour exécuter quoi, des workflows externes en fait entre les apps ou des choses comme ça? Ouais, pour plutôt synchroniser effectivement des process. On a du webhook, enfin on a beaucoup de choses avec N8N pour automatiser certaines choses. Ouais, beaucoup de webhook, des outils tiers. C'est énormément de connexions entre Xano et les autres outils en fait, qui sont où une partie des logiques est déportée sur N8N. Que ce soit pour plein de raisons, un bon contrôle des erreurs. Enfin, gestion des erreurs, canal d'acquisition, même des tâches métiers, ce genre de choses, la gestion des calls, tout passe par là. Et finit d'ailleurs sur Xano. Comme ça, on a un système de log, on a un historique de données, on a les données sont exploitables aussi par le FO Data. On a vraiment maintenant tout, on va dire, tout cloisonné de manière à ce que au moins les données arrivent bien quelque part, bien identifiées et exploitées au bon endroit. C'est vraiment ça l'idée, qu'on n'ait pas, par exemple, de dire que le Head of Data, il devrait aller chercher des données dans l'app A, B, C. C'est pas le but. Non, on a une base de données maintenant et c'est elle qui est notre source de vérité. S'il y a un besoin tiers, autre chose, on va chercher dessus. Et en plus, c'est un outil no-code, donc ça, c'est top. Donc même lui, il est capable d'y aller sans trop de difficultés. Il y a une API, il y a tout ce qu'il faut.
T'as pas besoin de dev pour pouvoir développer un canal spécifique, parce que faire une API, il y en a pour 2 minutes sur Xano, on va pas se mentir. Alors que si tu veux le dev, on va peut-être aller pour une petite heure, grosso modo, et encore, un peu moins, je pense. Mais voilà. Ça dépend des devs. Ça dépend des devs, ça dépend de plein de choses. Est-ce que justement, par exemple, est-ce que vous avez des bouts de code entiers, tu vois, qui vivent, je sais pas, sur des serveurs, enfin, tu vois, justement, est-ce que vous avez, je sais pas, des lambda fonctions ou des... Non, quasiment pas, parce que pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. n8n, quand même, a quelques fonctions. On a pas mal de nœuds fonctions qui nous permettent surtout de faire de la transformation de données, essentiellement, du traitement de ces données-là, parce que là, par exemple, pour le sujet de migration, forcément, tu passes d'une plateforme à une autre, t'as pas du tout les mêmes formats compatibles, ce genre de choses, donc forcément, tu fais du mapping. Donc là, évidemment, tu le fais avec des petites fonctions, c'est beaucoup plus rapide. Bien sûr. Enfin, en tout cas, nous, dans l'équipe tech... mais tu vois, moi, je crois beaucoup à ça, tu vois, c'est-à-dire de mettre du code dans des outils no-code, en fait. Ah, mais... Tu vois, et pas avoir à se traîner les environnements, les machins, enfin, les trucs, c'est pas... Et un cas aussi assez récent, le N8N, en fait, hébergé sur le cloud N8N, il est assez limité sur certaines choses, tu vois, en termes de workflow que tu peux te faire tourner le nombre d'exécutions. En termes d'exécution. Bah là, Peter a installé ça sur sa machine avec un Docker, etc. Pareil pour les tests de charge qu'on fait, il y a pas mal de logique aussi où faut être quand même avoir des appétences, des connaissances en dev pour pouvoir bien faire tourner le truc. Donc c'est pas forcément directement sur nos outils, mais tout ce qui gravite autour aussi, on utilise pas mal les logiques un peu de code ready. Et je pense que ça va venir à un moment, tu vois, si on doit faire des fronts un peu plus custom. On a pas mal de... Tu vois, on a aussi des pistes d'évolution pour notre stack en général, en fonction de certains cas. Ça va être très dépendant des besoins, en termes de perf, en termes de plein de choses. On aura toujours cette composante très low-code avec des choses très no-codisées et des choses qu'on va venir plugger, que ça soit un front, que ça soit peut-être un script Python à un moment pour du traitement de données ou... des choses comme ça, même si c'est plus isolé. Bien sûr. Ok, non mais c'est super intéressant parce que c'est de l'extérieur, c'est des choses pour moi qui n'étaient pas forcément claires, tu vois, justement de voir un peu votre usage et tu vois, moi comme je sais que forcément, toi tu fais du code depuis longtemps et tout, je me demandais, tu vois, est-ce qu'ils sont en train de faire une migration, enfin même si publiquement, tu vois, ça a été pas mal affirmé que vous avez cette vocation de rester sur des outils no-code et notamment sur Bubble. En tout cas sur les outils no-code, tu vois, mais comment ça se mélange et quelle est un peu la vision de toute façon, on veut aller le plus loin possible. On veut même le rester, si c'est possible, de toute façon, parce que voilà, tu n'es jamais à l'abri. Mais on se prépare quand même à des alternatives. Tu vois, Bubble, typiquement, là aujourd'hui, quand je suis arrivé, si on devait changer d'outil, ça aurait été compliqué. Là aujourd'hui, si on veut maintenant changer et passer par exemple sur UWeb, pour ne citer que, qui nous ont d'ailleurs sympathiquement copié et je trouve ça génial. Mais est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous y pensez à passer sur UWeb? Alors, on n'exclut pas. Clairement, on n'exclut pas parce qu'aujourd'hui on a des vrais sujets, même perf, clairement, où là, je pense on met le doigt sur les limites de certains outils. Je parle pas que de Bubble parce que c'est plutôt de manière générale. Et en fait, forcément, on va arriver à de vraies questions, se disant bon, est-ce que cet outil convient à ce besoin-là? Est-ce qu'on peut s'en contenter? Est-ce que lui va répondre à plus ou moins moyen long terme? Et est-ce qu'on va pouvoir lancer un chantier peut-être de transition, clairement, d'un outil à un autre? En tout cas, on se prépare, on y réfléchit, mais toujours, en tout cas, une alternative no-code, low-code. C'est, pour l'instant, on va pas aller chercher un outil pure tech, pure code, une solution React ou Angular ou j'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir des bonnes alternatives. Il faut juste qu'on fasse les choses en bonne intelligence en se disant que ok, maintenant nos données sont structurées, notre architecture elle est structurée, on est capable de remplacer une des branches et de mettre un autre outil dessus et ça marche. C'est ça l'idée. Ça, c'est vraiment l'objectif principal qu'on a. Que tu peux changer. On y arrive et je pense que d'ici la rentrée, on sera capable de se dire ok, cette app-là, on dit ok, Bubble, on n'a plus envie, on enlève, on met un web, ça marchera. C'est ça l'idée. Après, on est quand même sur une vision on veut garder des outils sur le long terme. On est quand même dans cette vision de se dire,
si un outil peut faire le taf, c'est toujours une histoire de est-ce que ton Vous outil... n'êtes pas là pour jouer et tester les derniers outils. Bien sûr. Non, on a quand même non, des non. contraintes, non, mais des trucs tournent, c'est etc. bien de le dire aussi parce qu'il faut être réaliste, parce Il que faut itérer. dans la il faut aller communauté vite. no-code, on voit les gens aussi, c'est comme on a vu dans le code avant, tu vois, enfin, les gens, hop, dès qu'il y a un truc un peu plus brillant, on passe dessus. Non, et non, tout, on etc. y va. c'est pas. Moi, je voudrais un peu juste relativiser un peu ce point, c'est que si un outil est bubble friendly, est OK avec Bubble sur le long terme, c'est un outil qu'on gardera et on a déjà des cas d'application, ça sera le cas chez nous. Ça le restera un Bubble. On a des clairement. outils qui resteront. Ça, En fait, sûr. c'est juste pouvoir se Très poser la longtemps. question pour chaque outil de est-ce que ça va tenir, etc. Connaître les limites des outils. Donc, nous, on a une bonne connaissance aussi enfin, tu vois, les tests de charge, c'est assez important. On fait ça, c'est connaître les limites. Qu'est-ce que vous utilisez pour faire les tests de charge? En ce moment, on est en train de tester un peu beaucoup de choses. K6, JMeter, c'est des outils un peu dédiés à ce type de là. On essaie de voir un petit peu, en ce moment, on essaie de pousser l'outil au max pour se rendre compte un petit peu vite des limites potentielles, parce qu'on a déjà eu des pics de charge, clairement. Tu vois, j'imagine la des télé passages télé, ou les affichages métro, typiquement. Les gens, ils y vont, quoi. C'est les défis, Ouais. c'est les challenges. Le Et ça, métro, au moins, challenge. ça doit diffuser un peu dans le temps. Enfin, le problème des passages télé, c'est que c'est à un moment donné, tu as C'est un 5 pic. minutes où c'est vraiment Ah le oui, pic. c'est c'est dans un l'heure. grand 8. Après, Le métro, c'est plus une montée de charge un peu constante. c'est un peu constante, mais c'est même sur sur une longue période, en Ouais. fait, parce que tu as un affichage qui reste très longtemps, et du coup, ton pic, il passe d'un point A à un point B Ouais, d'un et puis coup. après, ça reste. Et ça reste ouais. assez pas les constant. mêmes Il faut volumes. tenir. C'est pas les mêmes Métro, volumes. télé, je pense qu'on n'est pas on est sur deux mondes différents. Ouais. On est Même sur si deux mondes différents, mais on l'a vu quand Mais même. ça se gère tu vois. différemment. Et ça se gère Tu différemment. vois, mais en vrai, la télé, c'est un vrai challenge. Il y en a sur des use cases aussi. On a des projets là qui sont sur énormément de traitements de workflow en simultané. Enfin, tu vois, des exécutions en simultané. Donc, tout ça, en fait, c'est des challenges qu'on rencontre au fur et à mesure. Donc là, on a des très bonnes pistes sur tous ces trucs-là. On a des solutions qu'on va mettre en place. Donc, on pourra communiquer dessus aussi. Tu vois, quand ce sera en place. quand ça sera totalement en place. Mais en fait, on se rend compte des problématiques aussi, on les anticipe forcément en fonction des sujets. Tu vois, si on a un sujet, grosse audience ou tel cas, on se pose dessus, on voit comment ça tient, et c'est là où on choisit les outils, où on se dit, ok, est-ce que cet outil il est bon pour ça? Est-ce qu'il faut bouger des briques? Donc c'est très contextuel en fait. Faut d'abord que ça réponde en fait aux besoins qu'on a. Tu vois, aux besoins forcément business, parce que c'est ça qui fait tourner. Et en fonction de ça, on regarde les outils et on prend des décisions en fonction du contexte. Super intéressant. On arrive sur la fin. J'ai peur de vous mettre en retard, donc. Oui, ça passe. Je crois que on a 4 minutes si jamais tu as jusqu'à 45. Non, mais du coup, bon, de toute façon, c'est toujours pareil. Il y a plein de sujets, c'est hyper passionnant. Faudra faire un épisode 2. Exactement. On fera un follow-up. Non, mais peut-être qu'on fera un autre épisode où on abordera plus le côté product builder, etc. Une autre fois qui est hyper intéressante, et je pense que vous avez déjà pas mal illustré tout ça. Et moi, c'est vrai que j'ai une sensibilité un peu autour de la technique et de ça, j'ai pas mal de questions là-dessus. Mais donc, moi, j'ai un sujet aussi qui me passionne, c'est la documentation. Ouais. Et donc, juste si vous avez quelques mots là-dessus, et puis voilà, et puis peut-être, vas-y. Déjà, on va répondre là-dessus. Et puis, sur la documentation, nous, on utilise beaucoup l'outil Miro pour tout ce qui va être. On fait pas mal de docs. Et en fait, nos schémas servent beaucoup de docs. Donc, on essaye de combiner un peu les deux en se disant, écrire des Word, etc., c'est cool. Mais si on peut déjà définir les cahiers des charges via les docs et ensuite s'en servir pour communiquer, donner ça aux équipes, rebondir dessus sur les itérations par la suite, on trouve que ça, c'est cool, en fait, de faire d'une pierre deux coups, d'avoir des docs qui servent de définition du projet et de cahier des charges, et de documentation. Ouais. Des exemples, on a des arbres de spécification, tu vois, telle branche, des arbres de décision par rapport à telles actions. On a nos schémas aussi un peu de communication entre les différents outils. Tu sais, on tisse on fait des user stories, des story maps. On organise un petit peu toutes nos features, toutes nos priorisations. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme doc? On fait nos ERD, tu sais, nos schémas de données aussi sur Miro. Toutes nos architectures, comment est-ce que la donnée va communiquer. Et après Notion, on organise. On va parler de nos TPMN. T'as pas osé. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est les BPMN, c'est les Business Process Model Notation.
Et en fait, on a détourné le truc, on a appelé ça des Technical Process Model Notation. On appelait ça des TPMN, mais bon, c'est ni plus ni moins que des BPMN. Hein. Mais en tout cas, ça accompagne des toujours diagrammes de processus. On a une super formation sur les process où Xavier apprend. Avec Xavier, justement. Et j'en avais parlé une fois avec... alors je me rappelle plus son prénom, mais c'est le lead chez Conto qui utilise aussi cet outil-là. Et j'étais plutôt content parce que je me dis, en fait, finalement, c'est vraiment... Donc ça vous sert à modéliser vos process, donc vos automatisations aussi, notamment les workflows, les choses comme ça. On se dit, ça part de telle app, ça envoie tel call de telle manière, ça arrive sur Xano, il y a telle donnée qui se crée à ce moment-là, ça redistribue sur notre N8N qui va lui redistribuer sur ajouter à telle liste d'emailing. La cartographie des process qu'on a, quoi. Et on fait ça à l'échelle. Ouais, mais des process pas forcément métiers. Enfin, ce que je comprends, c'est que justement le workflow technique. Et ça, c'est très important parce que modéliser des process, bon, c'est assez commun, mais je pense que les gens ne font pas assez de documentation de leur processus technique finalement, de leur workflow, de leur automatisation, etc. Enfin, et nous, c'est un petit peu ça aussi sur quoi on voulait amener les gens. Et c'est ça, et tu peux faire ça à l'échelle aussi de l'app. Tu vois, tu cliques sur un bouton, qu'est-ce qui se passe, décision 1, décision 2, oui, non, et tu fais des arbres un peu. Et ça, c'est super utile, c'est super important avant de partir sur le développement, d'avoir vraiment la recette de cuisine de qu'est-ce qui va se passer sur toutes les actions. Et ça sert de doc aussi, en fait. On voit les... Bah écoute, j'ai une spec en soi. Hein. C'est franchement non mais c'est hyper important de répéter ça inlassablement, de modéliser, préparer les choses avant de se jeter dans le dev, parce que je vois bien dans la communauté les gens, surtout les outils no code, ils donnent envie de ça, tu vois. T'as envie d'aller dans la pause faire. C'est ça. Et non, et j'espère qu'il y a encore des gens à 1h24 qui écoutent. Peut-être des schémas et les wireframes aussi. Je dirais schéma et wireframe sur les maquettes, positionner tous ces éléments. Les écrans, les navigations, c'est la partie plus design, mais pareil, ça permet de reculer pour mieux sauter. Ça vaut le coup, Bah c'est ça, en fait, les gens, je pense, se rendent pas compte qu'en fait, ce temps qu'ils prennent au début, en fait, leur fait gagner du temps plus tard. Après. Ouais, exactement. Même planifier ces développements. Pour différentes versions de développement en plus, hein, c'est vraiment... Absolument, Donc, faut le faire. Clairement, c'est super intéressant. Est-ce que vous documentez publiquement ça? Est-ce que vous partagez un peu des choses on va partager, je pense, pas mal de process, comment on fait ces schémas, comment on organise notre Notion. Faites-le, hein. Franchement, ça c'est vraiment... On pourra t'en dire aussi un peu plus sur comment on fait nos sprints sur Notion, parce qu'on raisonne en termes de sprint. Même si on est une équipe plus produit, justement. Donc, on va le faire. On va mettre des ressources accessibles, ce qu'on bosse en interne, etc. Je pense. Bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas à partager ça, à me le partager à moi, mais aussi à la communauté no code et tout. Carrément, avec plaisir. Et pour l'instant, on retrouve le temps. C'est plus une histoire de temps. J'imagine bien que c'est pas forcément une priorité, mais moi je pense que c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue de communication aussi, mine de rien, de se montrer aussi comme une équipe technique un peu. Enfin, je dis technique, mais bon, voilà, c'est justement un peu ce truc que vous avez. Et puis surtout, c'est hyper bien pour apprendre aussi, partager aux gens, mieux travailler, bien travailler, enfin, en tout cas avec ces outils. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui. Les bons outils, en fait. Oui, voilà, mais c'est, tu vois, la méthodo et les outils, quoi, ça va ensemble. Ça va ensemble. No code, c'est tellement nouveau. Et encore une fois, c'est vraiment le sujet de cet épisode, c'est pour ça que je voulais faire ça. Vous êtes parmi les premiers à travailler, je pense, tu vois, à ma connaissance, à part les agences, j'exclus les agences, mais pour moi, c'est fondamentalement... Les équipes techniques de start-up ont un métier très différent des agences, quoi. Il y a plus de monde sur un même projet, là où l'agence, tu peux découper. Exactement. Et c'est pour ça qu'on disait les process, tu vois, que vu qu'en fait, on doit créer un peu des méthodes de collaboration nouvelles ou de communication, typiquement, tu vois, les sprints d'une semaine, tout le monde est dans le sprint et tout le monde a ses story points, et etc. En fait, même les PM, tout le monde, on essaye de documenter et de créer des process, donc pas hésiter, en fait, et chaque équipe a ses méthodes d'organisation un peu différentes. C'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il y a plein de manières de faire avec les outils no code. Exactement. Donc les documenter, les réfléchir, se dire ok, comment on s'organise, chacun peut le faire à sa sauce. Carrément. Cool. Mais tu vois, je pense que, je trouve que par exemple c'est super chez Thinkso qu'ils aient fait, tu vois, ils ont carrément fait un framework, etc. Donc c'est finalement une manière de travailler. Mais il y a forcément ce biais un petit peu de agence, donc travailler sur des petits projets plein de fois, enfin petits, même si c'est des gros projets, même des gros projets, mais tu vois, mais c'est pas pareil que travailler sur un projet d'une startup qui scale, qui passe à l'échelle, qui passe à la télé, tu vois, par exemple, tu vois, une agence, si jamais elle a aucun de ses clients qui passe à la télé, elle connaît jamais ce truc-là, tu vois. Et tu vois, il y a des choses comme ça. T'as plus la notion de continuité. Exactement, tu vois tes performances, tes trucs d'architecture, enfin bref. On a bien évoqué tout ça, c'était super. Bah écoutez, on pourrait parler des heures. Quand tu veux, avec plaisir. Non, mais moi, je vous donne rendez-vous dans un an. Je fais ça régulièrement. Il faut que je commence à regarder les gens à qui j'avais donné rendez-vous dans un an.
Mais Ça sera avec plaisir. on va suivre, et justement c'est pour ça aussi qu'il faut documenter et tout, et puis voilà, reparlons de tout ça dans un an. J'espère que vous serez 192e podcast, avec plaisir, le numéro. Exactement. Non, dans un an ça sera quand même pas autant, tu vois, mais on va voir. Mais c'est en tout cas on n'attendra pas le 192. Ouais. Mais et puis voilà, j'espère que peut-être vous serez 20 dans l'équipe, que pour vous, que le produit aura un grand succès. Vous serez en Europe et partout, quoi. Ouais, bah. Parce qu'on on va parler vraiment du côté travail en remote, etc. Mais bon, de toute façon, en fait, ça sous-tend un peu tout ce que tu dis, parce que toute cette documentation aussi, c'est pour pouvoir. Ouais, c'est ça, que chacun parle un peu sur le langage commun. Et ouais. Non, bah écoutez, moi j'ai vraiment hâte. Je suis déjà hyper content là de cet échange, et j'ai hâte qu'on ait la même chose de l'année prochaine, quoi. Merci super Alexis, sympa, merci Alexis. Et bah écoutez, de rien, et puis à très bientôt. Ah non, je vous ai pas demandé, dernière question quand même, où est-ce qu'on peut vous suivre? Sur LinkedIn. Ouais, on ajoute sur LinkedIn, nous suivre. On a notre site prelo.co si les gens veulent regarder. T'as un nom de famille hyper compliqué. Voir, enfin. Comment tu le prononces? Je paye une bière à tous ceux qui peuvent l'orthographier comme ça. Parce que je me suis dit, en plus, tu vois, ça doit être hyper chiant. Comment tu le prononces? Et parce qu'en plus, à chaque fois que tu dois l'épeler, ça doit être l'enfer, non? Bah, c'est. En fait, non, c'est. C'est pas pour. Ah, bah, c'est le traumatisme. Parce que là, je me dis, tu vois, si je mets pas le lien, tu vois, pour les profs Nico, c'était plus simple. Hein. Non, en fait, ça fait un peu peur tout le début. Là, il y a un enchaînement de consonnes. Ouais, ça, c'est un peu barbare, mais ça se dit Chépagnac, en fait. C'est comme CH au début. Ok, bon, donc, c'est démystifier un peu le truc. Et ouais, SZCZ, ça, c'est le truc. Le truc costaud, je mettrai le lien. C'est quelle origine? C'est polonais? C'est polonais, ouais. Okay. Et toi aussi, t'as un nom un peu à rallonge d'ailleurs. Bah, moi, j'ai juste gardé mon nom et le nom de ma femme. Ah, donc, ok. Non, Prosper, c'est le mien, et 5 Savanx, c'est celui de ma femme. Ok. Donc, parce qu'on je suis un homme moderne. C'est très bien. Il n'y a pas de raison. Super, écoutez, je mettrai vos liens LinkedIn, et puis voilà, puis on attend que vous documentiez aussi un peu avec grand plaisir. Ce que vous faites. Je pense qu'on communiquera sur LinkedIn justement ces ressources quand on aura un peu plus d'oxygène sur le temps de le faire, mais carrément. C'est trop bien. J'espère que ça va arriver bientôt, que vous ayez un peu ce temps-là aussi, même pour vous. Hein, aussi, parce que ça, c'est aussi un signe qu'on est déjà moins dans le sprint du quotidien, et qu'on peut prendre le temps aussi de faire des choses un petit peu qui rapportent moins, mais qui permettent de communiquer. Ah oui, totalement. Qui montrent que ça tourne et qui montrent que ça va. C'est ça aussi. On doit beaucoup à la commune, donc on le fera avec plaisir. Super, merci beaucoup. Merci Alexis. Merci Alexis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. En plus, il était quand même assez long, assez technique. J'espère que ça vous a plu. Alors moi, je suis en vadrouille à Marseille, là, au moment où j'enregistre cette petite outro, comme on dit, outroduction, je sais pas comment le dire. Donc je vais faire court. Je vous remercie encore une fois. Je vous propose vraiment de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous a plu. Et puis moi, je vous retrouverai la semaine prochaine. On va avoir une invitée que vous connaissez probablement déjà, qui fait partie de la communauté No Code, qui est une organisatrice du Web Today, qui fait beaucoup pour la communauté et pour le No Code en France, et qui fait aussi plein de choses hyper intéressantes. Voilà, je parle d'Amandine évidemment, donc voilà, qui sera la prochaine invitée, qui j'ai hâte d'échanger, parce qu'elle m'a souvent impressionné aussi par ce qu'elle met en place du côté des ops, de la cantine, etc. Et puis elle va vous parler aussi des nouveaux challenges qui l'attendent dans le monde du no-code. Donc voilà, j'ai hâte, je m'arrête ici, merci encore d'être allé jusqu'au bout, là vous êtes à plus de 1h30 d'écoutage de cet épisode. Je pense qu'on est pas loin des records des épisodes les plus longs. Mais voilà, encore, je crois qu'on aurait pu encore continuer à parler bien plus longtemps avec les amis de Prélo, si ils n'avaient pas eu des rendez-vous après. Mais voilà, c'est pas plus mal, parce que bon, on n'est pas non plus sur Génération Do It Yourself, on va pas faire des épisodes de 4 heures. Mais voilà, pourquoi pas un jour, hein, peut-être ça arrivera s'il y a des choses intéressantes. Voilà, écoutez, merci beaucoup et à très bientôt.